Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Oui, ma frange est droite, Frédéric Brindel. Bonjour à tous. Parce que avant qu'il me fasse la remarque, je vous le dis, j'ai recoupé ma frange. Parce que c'est vrai qu'on est à la radio, mais il y a aussi 800 000 abonnés, chaîne YouTube sur Sud Radio. Ma frange est droite. On peut voir effectivement, mais c'est un fils de coiffeuse qui vous le dit. C'est très important, c'est très important pour Frédéric, la frange droite. Voilà. Bienvenue à tous dans les vraies voix de Sud Radio. Et bien comme chaque soir, du débat, les sujets qui vous concernent, qui vous font réagir. On parle vrai sur Sud Radio. Et pas sur les franges. Et pas sur les franges. C'est vraiment des vrais sujets. Uniquement la mienne. Voilà. Et vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300 pour réagir à tous les sujets qu'on va développer avec nos vraies voix du jour, qui sont. Et en plus, vous allez voir, on ne craint rien ce soir. Alors, Corinne Tapiero, bonsoir. Je rappelle que vous êtes conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. À Philippe, moi allez-y. Oui, quand c'est Philippe Bouriaki, évidemment, conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole national d'écologie au centre, mais qui aussi, à ses heures, garde du corps. Donc, et vous allez voir, on va encore monter en intensité pour vraiment vous dire qu'on ne craint rien. C'est à vous, Judith. Et pour Bruno Ponnard, on partage peut-être Oui. Alors, Bruno Ponnard, il est ex-policier du RAID, et puis quoi d'autre? Alors, directeur de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Je suis président du think tank lycée de sécurité intérieure. Je suis auditeur à l'IHEMI, mais ça c'est comme tout le monde. Je ne suis pas directeur de l'IHEMI. C'est le préfet Fresnillard, pas encore, je pense. D'accord. Bientôt peut-être. Je suis un cumulard. Et maire. Maire d'un petit village de l'Aude. Vous en faites des trucs. Je vous ramène un petit peu le soleil. Mais il faut nous donner le nom du petit village. Belleflou, 125 habitants. Ah ouais. Deuxième mandat. Où dans l'Aude? C'est en dessous de Castelnaudary, tu vois, ça, 15 km en dessous de Castelnaudary. Oh, le cassoulet. C'est un peu le but, hein. Bon, en été, le cassoulet, je sais pas, même quand il pleut. Alors, en ce moment, vous avez vu le temps. Ça dépend où, parce que dans le sud, il fait très chaud et beau. Alors, est-ce qu'il mange du cassoulet en ce moment? C'est une bonne question, d'ailleurs. Il fait chaud et beau et vice-versa. Voilà, c'est mitigé, on va dire. Voilà, c'est mitigé. Bon, 0826 300 300, vous le savez, vous pouvez échanger avec nos vraies voix, échanger avec nous, Sud Radio, parlons vrai. Et on reçoit aujourd'hui Sandrine qui nous appelle d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Bonjour Sandrine. Sandrine, Haute-Savoie, vous nous voyez venir. On salue la dame de Haute-Savoie. Est-ce que vous êtes là, Sandrine? Est-ce qu'elle est là? Ah, elle rigole. Quand je serai fatigué d'avancer dans ces brumes de rêve. Bon, et puis voilà, il m'a soufflé. Je ne sais plus quoi dire. La dame de Haute-Savoie, c'est tellement beau Évian-les-Bains en plus. Alors Sandrine, comme tous les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez réagir aux questions qu'on vous pose sur Twitter. Alors ça y est, moi j'ai le petit logo X, mais bon, je continue à dire Twitter. Donc la question du jour de notre débat, notre grand débat de 17h30, c'est est-ce que l'Ukraine peut renverser la Russie? On a vu qu'il y a eu un drone qui a envoyé plusieurs drones, drones qui ont bombardé Moscou. Donc voilà la question du jour. Alors est-ce qu'elle peut renverser la Russie, l'Ukraine, selon vous, Sandrine? Moi, tout ce qui m'importe, c'est que ça s'arrête très très vite, qu'on cherche des solutions de paix au plus vite. D'accord. Oui, c'est vrai, mais c'est très important ce que vous dites, et le tout c'est de savoir comment ça s'arrête. Et justement, ces attaques de drones, cette contre-offensive, ça va peut-être dans le sens. Nous allons en parler tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir finalement pris ce débat vers ce front, Sandrine. Effectivement. Et puis à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Et là, on parle d'un sujet encore très actuel, et puis en plus on fête la mort, hélas, des 20 ans de la mort de Marie Trintignant. Donc ce féminicide, pour vous, Sandrine, est-ce qu'il a marqué le début d'une prise de conscience des violences conjugales? J'aimerais bien. Moi, je pense que malheureusement, peut-être pas tout à fait, parce que les choses et pas forcément toujours comme on les voit venir. On est un peu pris de court par les changements qu'on voit autour de nous. Donc, ça devrait aller plus vite, c'est ça que vous nous dites, Sandrine? Peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse aux modifications sur une société qui est en ce moment. On ne comprend pas bien ce que vous dites. C'est pas très clair au niveau du téléphone. Essayez de ne pas trop bouger, Sandrine. Est-ce que vous êtes dans un bon endroit? Ne bougez plus. Allez-y, répondez. Alors, je ne bouge plus. Ne mangez pas votre téléphone non plus. Allez-y.
Je vous promets, on a des très bonnes choses à manger à Évian. Alors, allez-y. Oui. Et ce serait peut-être de voir les modifications sociétales qu'il y a eu et de s'attaquer vraiment aux racines du problème. Et moi, je pense beaucoup à l'éducation. Bien sûr, c'est très juste. Merci Sandrine, on va continuer ce débat. Justement, c'est un des sujets qu'on va aborder à 18h30. Et puis tout de suite, c'est le premier tour de table des vraies voix. On y va. Les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Alors elle est comme ça, Corinne Tapiero, bien sûr, rien ne lui échappe sur tout ce qui concerne le scolaire. Et oui, les cahiers de vacances, un commerce juteux. Moi, je faisais toujours plaisir à mes enfants en achetant le cahier, mais bon, ça marchait pas. On le remplit, on le remplit pas. On le remplit pas. Je suis un pas remplir, mais je suis un papa consciencieux. Tous les jours faire des devoirs, on est en vacances quand même. Nous vous écoutons, Corinne Tapiero. Voilà, j'ai voulu m'attaquer un petit peu à ce totem, parce que tous les ans, évidemment, on est envahi par ces cahiers de vacances, donc il suffit d'aller dans les grandes surfaces, les linéaires sont pleins, dans les librairies également. Mais est-ce qu'on sait bien ce qu'on fait ? Il faut savoir que 4,5 millions de cahiers de vacances sont vendus chaque été. 4,5 millions, ce qui fait à peu près un élève sur deux, quand on sait que les élèves de lycée ne s'en servent pas. Globalement, ça fait pratiquement un enfant sur deux qui aurait un cahier de vacances, si on faisait une statistique un petit peu à la louche. Ça part d'une bonne intention déjà. Alors ça part d'une double intention, d'abord de culpabilité des parents qui cherchent la réussite et qui veulent rattraper peut-être ce qui n'a pas été fait pendant l'année. Et puis il y a aussi le discours ambiant qui consiste à dire que pendant les 2 mois de vacances, les enfants oublient tout. Alors je voudrais juste rappeler à ces personnes qui portent cette parole que les enfants n'ont précisément pas une mémoire de poisson rouge. Et ils ont une excellente mémoire. Et au contraire, il faut entretenir. Alors, on l'a vu, très souvent, les cahiers de vacances sont l'occasion de tendre les relations parents-enfants. Il suffit d'être en vacances, d'ouvrir sa fenêtre et de voir un enfant faire les devoirs avec ses parents, qui ne sont pas forcément peut-être pédagogues, qui ne connaissent pas le programme. En plus, ça choque les parents parce que le programme qui a été fait pendant l'année, on ne le retrouve pas dans le cahier de vacances, ou c'est trop évolué, et ça génère des inquiétudes de toutes parts. En plus, ça coûte quand même relativement cher, parce que c'est entre 10 et 13 euros et 15 euros à peu près un cahier de vacances. Il y a le cahier de vacances version papier. Il y a les cahiers de vacances en ligne. Alors, il y a des sites gratuits de cahiers de vacances. Ouais, ça, c'est pas l'idéal. Ouais. Alors, il y a les applications aussi, qui sont gratuites, mais comme ça fonctionne un peu comme des jeux d'arcane. Donc, au bout d'un moment, si tu veux progresser, faut payer l'application. Bien souvent, les parents oublient qu'après l'été, ils en ont plus besoin et qu'il faut se désabonner. Donc, ils continuent à la payer durant toute l'année. Et au final, ça n'apporte rien aux enfants. Concrètement, à part le prendre comme un jeu. Je pense que pendant les vacances, on peut demander à nos enfants d'apprendre autrement. Ils peuvent apprendre à tout moment. En faisant un gâteau, on peut apprendre à faire des maths. Mais c'est évalué, là ? Vous dites ça n'apporte rien. Est-ce que c'est évalué ? L'histoire, c'est qu'on ne peut pas évaluer la disparité des offres qu'il y a tant sur le net qu'en version papier, parce qu'il y en a beaucoup. Autrefois, il y a plus de 50 ans, les premiers cahiers vacances, c'était cahiers du jour, cahiers du soir. Ils étaient vendus dans l'école par l'institutrice qui les vendait, ou l'instituteur qui les vendait aux enfants dont les parents voulaient les acheter. Nous notons que vous êtes contre. Vous, Judith Belair, vous avez une petite moi, à chaque fois que j'achète un cahier, elle fait 2 pages et puis on oublie ça. après. C'est ça. Et Philippe Bourriaki est papa aussi, oui. Oui. Mais moi, il n'y a pas de cahier de vacances. D'accord. Moi, j'en utilisais quand j'étais jeune. Regardez, je suis devenu policier. Mais oui, excusez-moi, mais c'est signé Bruno Est-ce qu'il faut s'en servir ou pas ? C'est la question. Oui, écoutez, excusez-moi, mais vous voyez, ça m'a aidé quand même. Ah oui, j'imagine. Non, mais je pense que ça c'est difficile à évaluer ça, mais je trouve que c'est pas inintéressant en même temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des moments parents-enfants aussi qui peut être intéressant. Oui, mais sans aller chercher à ce que le gosse progresse. On peut aussi, avec un enfant, prendre un livre, un magazine, en discuter avec lui, le faire travailler autrement, parce que ça reste très scolaire. Il y a une leçon, il y a, je sais pas, ils viennent de se taper 10 mois d'école, on peut faire un petit break. Moi, à titre personnel, puisque vous me posez la question. Non, je la pose pas. Non, mais moi, je le prends sous forme de
de jeu, mais bon, c'est une déformation professionnelle. Tout à l'heure, on fera un quiz, je vous poserai des questions de jeu, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, on s'amuse. Ah bah tiens, voilà, c'est plus comme ça. Et ben voilà, amusez-vous avec vos enfants et les cahiers de vacances, les auditeurs. Et pas 2 pages, hein, Judith. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir choisi Sud Radio. Dans pas longtemps, vous allez retrouver Félix Mathieu et les 3 mots dans l'actu, évidemment. Puis n'oubliez pas, à 17h30, notre grand débat sur l'Ukraine, la Russie. En ce moment, vous avez vu, les drones ont attaqué Moscou. Est-ce que l'Ukraine, elle peut renverser la Russie, selon vous? N'hésitez pas à voter sur Twitter, X. Et puis, à tout de suite dans Les Vraies Voix. N'hésitez pas à nous appeler non plus au 0826 300 300. Vous tapez X. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h15 sur Sud Radio, on attend notre Félix national. Oui, mais les vraies voix sont en train de discuter. Mais nos vraies voix sont là, on vous les rappelle. Corinne Tapiero. On redit tous les titres. Corinne de gagner Tapiero qui n'achètera pas de cahier de vacances cet été. Voilà. Et puis on a aussi Philippe Bouriaki. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'achète pas du tout de cahier de vacances. Lui non plus. Voilà, lui jamais. Non plus. Pas de cahier de vacances. Je joue aux échecs avec mes enfants. Voilà. On en parlera tout à l'heure là, des échecs. Et puis Bruno Pomar, lui. Moi j'en ai acheté. Je suis devenu policier grâce à ça. Voilà, c'est ça. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, c'est tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots, Félix Mathieu: évacuation, loup et grève. L'opération d'évacuation a commencé au Niger après le coup d'État et les manifestations anti-françaises. Un premier avion a atterri sur place pour rapatrier des résidents vers l'Hexagone. Les loups prolifèrent, les attaques se multiplient selon 6 présidents de département des Alpes. Stress permanent pour les éleveurs, écrivent-ils. 12 500 bêtes tuées l'année dernière. Et puis, nous n'avons pas gagné. Après 40 jours, les grévistes du JDD stoppent leur mouvement. Geoffroy Lejeune prend ses fonctions dans une rédaction vide, écrivent-ils dans un communiqué au ton amer. Les vraies voix Sud Radio. Un premier avion atterrit à l'aéroport de Niamey pour évacuer les premiers ressortissants français de la capitale du Niger. Le ministère des Affaires étrangères estime qu'environ 600 Français se trouvent actuellement dans le pays. Évacuation sur fond de coups d'État et de manifestations anti-françaises. Dans la capitale du Niger, certains habitants disent ne pas comprendre cette décision, cette évacuation. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. J'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. Pour nous, c'est un raté encore de plus du politique français et c'est que nous condamnons tous. Mais au contraire, chez d'autres habitants de Niamey, on sent poindre le sentiment de rancœur contre la France. On n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. C'est lui qui est à la base de notre souffrance. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. Des propos recueillis par l'agence France Presse dans la capitale du Niger. Situation particulière, évidemment, c'est un peu je t'aime, moi non plus, c'est le problème. Ouais. Corinne Tapiero, on sent beaucoup d'amertume dans la prise de parole de ces gens, mais aussi quand même un sentiment de... Par exemple, je suppose qu'il y a des Français qui sont en place depuis plus de 30 ans au Niger et qui habitent là. Eux, pour partir, ça ne doit pas être aussi simple. Et c'est peut-être eux, finalement, qui vont réussir à recréer le lien aussi. Alors, pour eux, ça va être très difficile, mais ils vont devoir partir, puisqu'ils vont être rapatriés. Ils sont quand même... C'est obligatoire ? J'ai l'impression que je crois pas. Je crois que c'est avec non. Je crois que alors ceux qui vont rester, qui sont très ancrés, bon comme dans tous les pays où ça s'est passé, vont sans doute tisser, se regrouper sous une forme de communauté quand même plus restreinte. C'est peut-être pas toujours très souhaitable parce que avec la France part aussi les infrastructures dans lesquelles ils avaient l'habitude de vivre, les écoles, le soutien, etc. Il y a une grande part de la population aussi qui travaille pour la grosse entreprise Areva, qui fait de l'extraction minière sur place et qui évidemment alimente toute une partie de la vie économique. Et c'est ça, donc c'est quand même très très compliqué. Bruno Pomar, bon, il y a un danger que vous connaissez parfaitement bien, déjà aussi pour nos militaires, ils sont 1500 sur place. Alors oui, mais en même temps ce sont quand même des professionnels. Moi ce qui est plus inquiétant de façon générale en Afrique, c'est cette prise en main de Wagner.
qui est considérablement présent. Tous ces mercenaires russes et de l'influence de la Russie, évidemment. Il y a la Chine aussi qui est présente, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant la façon dont ils interviennent avec une efficacité redoutable. Ils ont fait ce que nous on a fait il y a très longtemps. Je pensais à la France-Afrique, les moments où il y avait Bob Denard. Vous voyez, on a commencé comme ça, nous d'ailleurs. Le mercenaire Bob Denard. Exactement. Mais j'ai l'impression que nous on est complètement effacés de ce système de fonctionnement, parce que évidemment la société française et même les sociétés européennes ne fonctionnent pas comme ça. Par contre, les Russes comme les Chinois, et en particulier les Russes, sont capables avec des équipes de mercenaires qui sont des tueurs, c'est rien d'autre que des tueurs, la plupart, on le sait bien, sont capables de faire un entrisme considérable dans ces pays et sont en train de nous virer gentiment. Et ça c'est une vraie question. Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment, oui, tout à fait. On l'a laissé faire. C'est quand même très inquiétant. Mali, Burkina Faso, évidemment. Et comme il y a des fonds à récupérer intéressants, la terre, les minerais et autres sont quand même des choses importantes qu'on a nous aussi utilisées à un moment donné. On se rend compte que évidemment les Russes sont en train de prendre la main sur pas mal de choses. Et ça c'est très inquiétant. Ce que dit Corinne Tapiro, c'est qu'on a laissé faire finalement aussi. Oui, on a laissé faire parce qu'on a installé des gouvernements de complaisance, mais avec les gouvernements qui appauvrissaient les populations, et nul ne peut lutter contre un peuple en colère. Et ça a été la grosse erreur. Et les Russes, depuis un bon bout de temps, l'ont fait d'une manière... Ils y vont dans le même optique. On est bien d'accord que le Niger, c'est l'uranium qui intéresse tout le monde. Et sauf que eux, ils ont commencé par alimenter la population pour pouvoir avoir le soutien de la population au moment où ils renversent la situation. Et nous, je le dis de manière forte à tous ceux qui critiqueraient le gouvernement sur la mise en place et le vote des 500 milliards de budget pour l'armée, nous n'avons pas les moyens militaires pour pouvoir lutter. Donc il faut qu'on ait les moyens militaires pour lutter, mais aussi pour pouvoir instaurer des vraies démocraties. Après, on a l'impression que sur le terrain, la France est jugée sur son aptitude à défier les djihadistes, parce que c'est ça que veut la population, et c'est comme si on avait l'impression que Wagner était peut-être plus efficace contre ces djihadistes. C'est ça qui est bizarre aussi. Ils ont un pacte avec les djihadistes. Ouais. Donc, c'est clair. Ils ont un pacte avec clairement, bien sûr. Il n'y a aucun échange de tir entre des missiles Wagner et djihadistes. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, oui. Effectivement. Mais encore une fois, la France s'est laissée complètement dépasser, alors qu'on a une armée professionnelle de top niveau, quand on regarde bien. C'est clair. Les 10 000, je crois, 10 000 militaires qui étaient présents là-bas sur la force Barkhane auraient pu effectivement encore tenir la dragée haute à ces groupes islamistes. Le problème, c'est que d'abord, ça nous coûte un paquet de fric. Et qu'encore une fois, on est dépassé par ces unités. On a surtout une volonté de vouloir implanter dans tous ces pays une démocratie à la française qui n'est pas adaptable. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas un modèle plus malléable et plus pratique, ça ne fonctionnera pas. On s'est bien planté quand même. Pardonnez-moi, on est obligé de continuer parce que sinon on va être hors temps. Félix nous attend. Allez, deuxième mot, Lou. 6 présidents de conseils départementaux mettent en garde contre leur prolifération. Oui, ces 6 présidents LR de département des Alpes prennent la plume pour alerter le gouvernement. Ils parle d'explosion des attaques de loups l'année dernière, plus 19% par rapport à 2021, un stress permanent pour les éleveurs et leurs bêtes, disent-ils, 12 500 bêtes tuées l'année dernière. Selon ces présidents de département, le nombre d'exploitations a baissé de 20% quand la population de loups a augmenté de 114% ces 4 dernières années. Ils affirment qu'on serait même bien au-delà des 900 et quelques loups officiellement recensés dans le pays. On serait plutôt à 1 ou 2 milliers selon ces élus, quand il suffirait, disent-ils, de 500 individus pour viabiliser l'espèce. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Olivier Morin, éleveur de brebis transhumants, président de l'IGP Agneaux de Lozère, maire de Prévenchères en Lozère et aussi président des maires du département. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix Sud Radio. Vous représentez également la Lozère auprès de l'UNESCO sur les questions de pastoralisme. Alors, est-ce que vous confirmez ce que disent ces élus départementaux des Alpes, mais aussi de l'Isère et de la Savoie sur la prolifération des loups et des attaques ? Forcément, oui, évidemment, je le confirme, et d'ailleurs j'en profite pour rappeler quand même que nous avions fait signer une motion des territoires. J'étais à l'origine de cette motion des territoires en 2018 déjà, où on avait recueilli près de 70 signatures de parlementaires, 400 élus locaux, donc des présidents de départements, de régions, en 2018 déjà, pour alerter le président Macron sur ce phénomène d'expansion, à la fois en nombre, en termes de loups, et à la fois en expansion géographique. Et on se rend compte que 5 années plus tard, le constat, il est identique, voire amplifié.
avec en effet une population annoncée d'environ 1000 loups par l'OFB et l'État, et environ 50 départements colonisés par cet animal. Donc non seulement je le comprends, mais on les soutient évidemment, ces présidents de département. Il pourrait y en avoir d'ailleurs beaucoup plus qui rejoignent cette initiative. Vous réclameriez quoi aujourd'hui? Déjà, faudrait plus les classer comme étant en voie de disparition selon vous? Mais ça, c'est un combat, oui, en effet, qu'on mène tous, que ce soit le monde agricole ou les élus locaux, depuis bien longtemps. La France n'a pas le courage politique de se prononcer, comme le fait la Suisse d'ailleurs, depuis déjà 4 ou 5 ans, au sein du comité permanent de la Convention de Berne, qui se réunit chaque fin d'année pour étudier l'évolution du classement de cette espèce-là. Et on regrette évidemment que la France n'a pas le courage de se positionner et de suivre la Suisse dans sa demande, parce que, en effet, de rétrograder légèrement l'espèce d'une annexe, ça permettrait quand même d'adapter la réglementation et de pouvoir permettre une régulation qui, elle, est vraiment nécessaire aujourd'hui sur tous ces départements colonisés, que ce soit dans les Alpes, comme vous l'avez dit, le Massif central, les Pyrénées. On trouve des traces de loups du côté de la Gironde et en Normandie, donc la boucle est bouclée, quoi. Vous avez vraiment vu des éleveurs jeter l'éponge à cause de ça autour de vous? Mais j'ai vu bien pire que ça. Et vous pouvez interviewer tous les éleveurs de France ou tous les élus qui sont en contact des éleveurs prédatés. C'est une souffrance et une détresse physique, psychologique qui est terrible et qui n'est pas acceptable aujourd'hui en 2023. À l'heure des 35 heures et des congés, on demande à ces femmes et à ces hommes, éleveurs, bergers, de travailler 365 jours sur 365, et en plus avec cette pression permanente et quasi quotidienne sur certains secteurs d'attaque de loups sur les troupeaux. Parce que malgré la mise en place de ces fameuses mesures de protection depuis maintenant près de 20 ans, on constate que c'est un échec absolu. Les attaques en 2022 et 2021 évidemment aussi, et 2020 aussi, l'ont été sur des troupeaux protégés à hauteur de 90%, quand même. Donc le mythe de la cohabitation paisible entre le loup et l'élevage de montagne, ce mythe est terminé. Donc pas simple, oui, je comprends tout à fait cette démarche politique, elle est primordiale et nous devons évidemment tous la soutenir. Merci beaucoup. Et bon courage à vous aussi. Merci Olivier Morin, on rappelle que vous êtes éleveur de brebis transhumant, président de l'IG Pagno de Lozère, maire de Prévenchères et président des maires de Lozère. Votre troisième mot, Félix Mathieu, grève, celle du journal du dimanche, vient de prendre fin. Nous n'avons pas gagné. La rédaction du JDD acte l'échec de sa grève historique de 40 jours contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune à sa tête, un ancien de Valeurs Actuelles et soutien d'Éric Zemmour. On ne traite pas les sujets de manière neutre, on explique quels sont les enjeux idéologiques, les enjeux politiques des sujets du moment, et on s'empare des sujets, y compris ceux qui font le plus mal. Donc on a aussi un peu de courage. Archive de Geoffroy Lejeune, ici exhumé par l'INA. Aujourd'hui, Geoffroy Lejeune prend ses fonctions. C'est dans une rédaction vide qu'il entrera. Des dizaines de journalistes refusent de travailler avec lui et devraient quitter le JDD, annonce la Société des journalistes. Dans un communiqué au ton très amer, les grévistes ont fini par conclure un accord avec la direction du groupe Lagardère, le propriétaire du titre. Merci Félix. Merci Félix. Et vous, auditeurs de Sud Radio, vous restez avec nous, vous nous appelez au 0826 300 300. Il y a déjà plein de sujets sur lesquels vous pouvez revenir, ce qu'on vient de dire, si ça vous tient à cœur. Réagir à tout ce qu'on vous dit à l'antenne, évidemment. Et puis il y a notre grand débat qui arrive. 17h30, on approche. 17h30, voilà, sur les attaques de drones qui viennent d'avoir lieu à Moscou, des attaques ukrainiennes. Est-ce que l'Ukraine peut renverser la Russie, selon vous? Vous n'hésitez pas à voter sur Twitter, enfin X. Allez, à tout de suite. Oui, le fameux, allez. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. On est bien avec vous, chers auditeurs, sur Sud Radio. Et puis avec nos vraies voix aussi, on vous les rappelle, Corinne Tapiero, Philippe Bouriaki, Bruno Pomar. Et c'est l'heure du grand débat de 17h30. Alors juste avant de le lancer, je vous rappelle quand même la question. L'Ukraine peut-elle renverser la Russie selon vous? Eh bien, vous dites non, vous les auditeurs de Sud Radio, à 93%. Ah bon, c'est assez clair. Voilà. Bon, et écoutez, on va lancer le débat, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Regarde, c'est un drone. Un ou plusieurs drones explosent sur le IQ Quarter, situé à moins de 10 km du Kremlin. L'Ukraine dément être responsable des attaques sur Moscou la nuit dernière. Pour le président, il s'agit d'une riposte. En Ukraine ce samedi, les attaques russes ont été, elles, meurtrières. À Zaporizhia, un missile a tué 2 personnes. Tout s'est passé en un instant. Un bout de l'obus a touché la vitre. Tout a été soufflé. Tout a volé ici et là.
Le cauchemar se poursuit pour le peuple ukrainien depuis l'attaque russe lancée le 24 février 2022. Derrière son président, Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne résiste et s'active depuis plus d'un mois pour mener à bien une contre-offensive sur le front de l'Est. Un élément nouveau s'est donc ajouté au rapport de force ces derniers jours. Des attaques de drones sont lancées sur Moscou, Tarangog et la Crimée. La population russe prend conscience du conflit. Vladimir Poutine adapte sa communication. Nous vous posons donc logiquement cette question. L'Ukraine peut-elle renverser la Russie? Vous intervenez 0826 300 300 ou sur le compte Twitter dit X. Et nous recevons un invité pour en parler, le colonel Pierre de Jong, père de Jong, ancien chef de corps du 3e régiment d'infanterie de marine, aide de camp de 2 présidents de la République et fondateur de l'Institut Thémis. Bonjour colonel. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon, on a vu nos auditeurs là pour l'instant n'y croient pas trop. Ouais. Est-ce que avec ces attaques de drones, parce que c'est de cela finalement que part notre réflexion, père de Jong, est-ce que la donne est en train de changer? Est-ce que cette contre-offensive plus les drones font que la Russie peut douter? Alors, le vrai problème là, qui est la cible en fait lorsque les Ukrainiens lancent des drones sur Moscou et sur les grandes villes russes? L'impact, la cible, ce sont les opinions publiques russes. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de les toucher. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement déstabilisant. Aujourd'hui, concrètement, pour des Russes, de voir des drones, même de taille importante, qui s'appelle le Beaver, c'est une espèce de drone bricolé par les Ukrainiens, c'est sûr qu'il est extrêmement déstabilisant. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit de nature, si vous voulez, à modifier le rapport de force, je dirais, de façon visible sur le terrain. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une carte que jouent les Ukrainiens et qui aujourd'hui a surpris les Russes. C'est ça le cœur du problème. Encore une fois, ça ne change pas les rapports de force. Corinne Tapiero, on a vu pas mal de vidéos tournées, je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux ces temps-ci, de soldats russes qui prennent leur vie, en fait, à défaut d'être, pour ne pas être pris par les Ukrainiens, par peur des représailles ukrainiennes au moment où ils sont faits prisonniers. Donc c'est une histoire de communication. On ne sait pas trop ce que Poutine raconte à son armée, mais ils ont très très peur. Ils se suicident. Ils se suicident directement. Donc du coup, c'est vraiment une guerre de la communication entre les deux pays et aussi de la propagande envers leur propre peuple. Enfin, en l'occurrence là pour la Russie. Quoi. On a 2 choses. On a vraisemblablement une propagande qui est faite auprès des populations, qu'elles soient russes ou ukrainiennes d'ailleurs, parce qu'on les entretient dans des victoires qui finalement n'en sont pas. Et puis on a aussi cette nouvelle façon de faire la guerre avec l'intelligence artificielle que visiblement tout le monde ne maîtrise pas à la même hauteur. Donc on sait que l'Ukraine est armée par l'Occident. Poutine en joue énormément parce qu'il met une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde de temps en temps, rappelant qu'il a l'arme nucléaire. Et je pense que cette intelligence artificielle, si elle est avantageuse parce qu'elle épargne des hommes, elle nécessite de plus en plus de personnel très formé, qu'on a finalement de moins en moins un petit peu partout. Et ça va être très compliqué. Et ce qui me choque beaucoup dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on en est à près de 600 jours de guerre, ce qui est pratiquement... on arrive aux 2 ans, c'est terrifiant. Et à aucun moment, on ne parle des conditions de la paix. Quelles sont les conditions de la paix? À aucun moment, et que ce soit ni la Russie ni l'Ukraine, et encore moins les dirigeants internationaux de la communauté internationale qui, lorsqu'ils se déplacent, on ne les entend jamais parler de paix. Ouais. C'est terrifiant, quoi. Alors, est-ce que y a des intérêts vraisemblablement à tester des armes sur le terrain grandeur nature? Mais enfin, ça reste quand même extrêmement difficile de faire accepter ça aux populations. Vous savez, de raconter cette simple histoire à une population russe qui voit ces bâtiments touchés en plein cœur de la ville, de la capitale, forcément, ça les rallie à la cause de Poutine et ils pensent que Poutine a raison. Ça interpelle. En tout cas, père de Jong, vous répondez peut-être à ce que vient de dire Corinne Tapiero. Quand est-ce qu'on parle de paix? Pour l'instant, personne n'en parle. Mais elle a parfaitement raison. C'est vrai que c'est un conflit extrêmement étrange dans lequel les 2 protagonistes, si vous voulez, on a l'impression qu'ils veulent aller monter à l'extrême. Le problème, c'est les conséquences que ça provoque. Il y a des conséquences locales qui sont extrêmement déstabilisantes et destructrices, on le voit bien dans la guerre, mais également des conséquences régionales. Et c'est ça le cœur du sujet. C'est que le cœur du sujet, c'est qu'en fait, vous avez 2 protagonistes qui peuvent entraîner leurs environnements, leurs voisins, leurs alliés, tout ce qu'on voudra, dans une guerre qui peut être totale. Et c'est ça le cœur du problème. Et aujourd'hui, personne ne ralentit les protagonistes.
On voit bien que Poutine, il est sur un modèle extrêmement dur, mais Zelensky, de son côté, est sur un modèle extrêmement dur. À la limite, encore une fois, l'agresseur est bien évidemment, il est russe, c'est clair et net. Mais c'est vrai que Zelensky, aujourd'hui, est sur un modèle extrêmement dur. Pourquoi? Parce que l'OTAN est derrière lui. Parce que il a agressé aussi. Parce que les Américains le poussent et l'encouragent à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison ni pour l'un ni pour l'autre. Ils sont en fait coincés par leur propre message, leur propre discours. Et ils n'arrivent pas à revenir en arrière et en tout cas à faire des propositions qui soient raisonnables pour les uns comme pour les autres. C'est le cœur du problème. C'est vrai qu'on ne parle pas de diplomatie, on ne parle pas de politique, on ne parle que militaire et destruction. Bruno Pomar, comment faire une proposition raisonnable pour les Ukrainiens quand on est agressé par un agresseur tel que la Russie? À un moment donné, je ne sais pas s'il faut tendre l'autre joue dans ce cas-là. Il faudrait plutôt poser la question au colonel Pierre Dejean, qui est un grand spécialiste du domaine. La négociation, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est important, la diplomatie, la négociation, mais visiblement, ça n'a pas l'air de marcher. Quand on voit notre président Macron monter au créneau de Poutine, aller voir Zelensky, discuter comme le font d'autres chefs d'État européens, on s'aperçoit que le résultat, il est quand même plutôt médiocre. Donc c'est une véritable interrogation. Et en même temps, ce que disait Madame tout à l'heure, c'est que on se rend compte que le marché de l'armement rapporte énormément pour les pays. Alors là, en l'occurrence, on fournit à l'Ukraine, nous. Mais c'est un bon moyen, effectivement, de développer de nouveaux produits. On l'a vu avec l'émergence de ces drones, les Wild Hornet, qu'on utilise avec beaucoup d'efficacité. D'ailleurs, c'est intéressant. On n'a plus besoin d'envoyer des gens au combat corps à corps. Maintenant, on balance directement des drones sur les positions. Les Chinois viennent d'en vendre aussi aux Russes. Tout à fait. Tout le monde y va, les Iraniens, etc. C'est une nouvelle forme de guerre. Je crois que la guerre, comme on l'a connue avec les fantassins qui s'affrontaient à la baïonnette, tout ça, c'est fini. Voilà, il y a tout un tas d'éléments. Il y a une espèce de nébuleuse que j'arrive pas à percevoir. Mais on a l'impression que tous les jours, on entend dans les médias, la guerre continue tranquillement. On a des morts par-ci, des morts par-là, et puis ça avance, mais sans réponse concrète. Et la seule réponse, à mon sens, ça serait une réponse diplomatique. Mais visiblement, avec un Poutine en face, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il faut se débarrasser de M. Poutine? Peut-être, mais là, ça va chercher loin. Ouais. Colonel Pierre Dejean, nous avons face à face deux armées. Est-ce que c'est le statu quo? Parce que on n'a pas l'impression que l'une ou l'autre soit capable de prendre le dessus. Est-ce que vous nous le confirmez, ça? Oui, évidemment. Enfin, ce qui se passe globalement, c'est que concrètement, il y a trois niveaux dans cette guerre. Il y a le niveau tactique. Et on voit que cette contre-offensive ukrainienne, en fait, elle a été assez mal préparée. Je pense qu'ils ont mal choisi leurs objectifs et surtout, ils ne se sont pas concentrés. J'ai relancé une contre-offensive sur trois axes différents. Un vers Donetsk, un vers le centre et un vers Zaporijia. Ça me paraît vraiment exagéré. C'est le premier point. Niveau tactique, aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre des forces. On voit bien que depuis quelques temps, les Ukrainiens, comme les Russes le faisaient déjà, mais les Ukrainiens essayent de basculer dans ce qu'on appelle une guerre plus opérative. C'est en fait une guerre de théâtre, donc dans un environnement de l'ordre de 200, 300, 400 km. On voit bien que les Ukrainiens, aujourd'hui, bombardent massivement l'Ukraine, les centres de commandement, les centres logistiques, ce que font d'ailleurs les Russes aussi. En fait, il y a également, à ce niveau-là, il y a également un rapport de force qui s'est équilibré. Le troisième niveau, c'est le niveau stratégique. Jusqu'à présent, si vous voulez, il y avait que les Russes qui avaient le droit de le faire, qui avaient le droit, quelque part, de leur terrain, d'aller bombarder l'Ukraine. L'Ukraine était bloquée, puisque les conditions de don des matériels sous les Américains étaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller tirer avec des matériels américains, ou en tout cas de l'OTAN, sur la Russie. Donc ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est qu'ils essayent de se mettre en place une espèce de rapport de force et de l'équilibrer dans le domaine stratégique, c'est-à-dire en fait d'attaquer à grande distance. Et c'est ce qu'ils font depuis plusieurs semaines. Le problème, c'est qu'à trois niveaux, tant qu'au niveau tactique, qu'au niveau opératif, qu'au niveau stratégique, vous avez un rapport de force qui s'est équilibré et vous n'avez pas d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est statu quo. L'un ni l'autre aujourd'hui ont l'initiative et on est bloqué sur le terrain. Philippe Bouriaki, pour revenir sur cette histoire d'armes technologiques, d'armes écrites auxquelles tout d'un coup ont accès à des peuples qui n'y avaient pas accès auparavant, il y a un problème de formation accélérée aussi, j'imagine, pour que les frappes soient plus précises et mieux organisées, si on y réfléchit. Affirmatif, d'abord, je voudrais présenter mes respects au colonel, merci pour votre analyse, mais non, simplement il y a un système de formation et puis il y a aussi la technologie qui se développe en face. On voit que les Russes ont investi massivement sur des brouilleurs pour pouvoir atténuer en tout cas l'efficacité de ces drones. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a un agresseur qui s'appelle la Russie ou l'URSS, parce que on voit très bien dans son développement tout ce qu'il fait, c'est dans la nostalgie de l'URSS, Vladimir Poutine. Mais on a un problème
produit de l'URSS en tant que avec Vladimir Poutine. Et puis le respect. Je rappelle qu'en 2014 il y avait les accords de Minsk qui revient derrière puisqu'ils préparaient depuis 2014 l'invasion du Donbass et on sait très bien où est-ce qu'on va aller encore après. Donc moi je soutiens évidemment depuis le premier jour mes amis ukrainiens. Je serai demain à 18h. Oui, on rappelle que vous êtes très actif. Vous avez participé à des manifestations de soutien. Tous les mercredis, tous les samedis, quand je suis disponible, bien évidemment. Demain à 18h à Rombuteau, on sera encore là pour sensibiliser les Français et les Françaises, pour dire que ce sont les défenseurs de notre démocratie, les défenseurs de l'Europe et qu'on ne peut pas les abandonner. Et je dis à mes amis russes qui aussi se rebellent comme ils peuvent en Russie, mais c'est très compliqué. Oui, parce qu'il y a une opposition en Russie, rappelons-le, et des premières arrestations avec la justification d'un état de guerre avancé par Vladimir Poutine. Complètement. Mais il y a aussi des interventions militaires par des résistants russes qu'ils essaient de minimiser. Mais l'Ukraine, c'est le nouvel Afghanistan de l'URSS. Ni plus ni moins. Vous ne pouvez pas, et c'est impossible, l'histoire nous l'a démontré, en Corée, au Vietnam, en Algérie, dans tous les pays qui ont été colonisés de force, le peuple, s'il n'est pas avec vous, il est contre vous, et d'un côté vous aurez peut-être 1 ou 2 millions de militaires russes, de l'autre côté vous avez 44 millions de résistants. C'est donc mécaniquement impossible, c'est pour cela qu'il faut aider massivement les Ukrainiens et les Ukrainiennes, leur donner des armes. Ils demandent rien d'autre, ils ne demandent pas qu'on intervienne, ils demandent qu'on leur donne les moyens de pouvoir se défendre et reprendre leur territoire. Et donc on doit être derrière eux, et je pense que c'est une nouvelle Afghanistan pour les Russes. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous nous dites ce que vous en pensez, les auditeurs de Sud Radio, est-ce que l'Ukraine est capable finalement d'aller à bout et de retourner cette domination russe. Peut-être, colonel Perdejong, sur ce que vient d'annoncer Philippe Bouriaki, ce que vient de dire Philippe, c'est-à-dire un peu comme l'Afghanistan, un peu comme le Vietnam, le peuple est là et l'Ukraine ne sera jamais prise finalement. Alors, c'est le problème des guerres justes, des guerres injustes. Cette guerre, elle est parfaitement injuste. On voit très bien où se situe, si vous voulez, l'agresseur. Il n'y a absolument aucun doute. Le problème, encore une fois, c'est que l'agresseur est une superpuissance. C'est ça le grand changement depuis 1945. C'est la première fois qu'une grande superpuissance, mène une guerre d'expansion en Europe directement. Cette superpuissance, aujourd'hui, a 6 000 ogives nucléaires. Donc, on voit bien que la Russie ne pourra pas imploser. C'est littéralement impossible. Car, encore une fois, la Russie a 3 profondeurs stratégiques. Une profondeur stratégique démographique, une profondeur stratégique géographique et une profondeur stratégique industrielle. Donc en fait, le temps joue globalement pour la Russie. Le deuxième point, c'est que les grands acteurs internationaux, l'Europe, les États-Unis ou d'autres, si vous voulez, on voit bien qu'aujourd'hui, personne n'envisage que la Russie soit, demain matin, implose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine, il est soumis à une pression énorme qui est liée au fait qu'il peut être susceptible d'être enfermé ou en tout cas d'être jugé au TPI, au tribunal pénal international. Mais encore une fois, si vous voulez, le positionnement de la Russie comme une grande puissance fait que ça limite, par la force des choses, ça limite les capacités, je dirais, offensives. On voit bien, encore une fois, si les Américains avaient réellement voulu que les Ukrainiens aient l'ensemble du matériel, ils auraient livré des F-16, ils auraient livré l'ensemble des matériels disponibles. Ils ne le font pas. Parce que, encore une fois, le calendrier des Américains et de l'OTAN n'est pas du tout le même. Alors, Philippe Bouriaki veut vous répondre. Alors, sur les F-16, mon collègue, avec tout le respect que je vous dois, vous savez très bien qu'on ne peut pas former un pilote aussi facilement. Il faut minimum 3 ans de formation. Et un bon pilote, vous le savez mieux que moi, c'est entre 10 et 15 ans. Donc, forcément, le temps n'est pas forcément favorable qu'aux Russes. Il peut être aussi favorable aux Ukrainiens. C'est vrai que les Ukrainiens ont un avantage énorme, c'est qu'il y a une forme de motivation, une forme de détermination qui est extrêmement impressionnante, et depuis 1 an et demi, c'est absolument remarquable. Mais la question qu'on peut se poser également, c'est est-ce qu'ils peuvent tenir? Donc c'est vrai qu'on aurait pu très bien fournir des avions, mais tant qu'on y était, on aurait pu trouver des pilotes qui soient pas européens, je dirais des non-européens comme pilotes des F-16. C'était pas impensable, d'autant que le F-16 a été vendu dans le monde entier. Donc c'était pas... Encore une fois, il y avait un coup à jouer. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a toujours été avec un temps de retard
tard. On n'a pas fourni les avions, on a fourni les missiles de longue portée, ou en tout cas de l'artillerie de longue portée, que trop tard, etc. Je prends l'exemple du matériel blindé. Le matériel blindé est un matériel qui n'est pas obsolète, mais qui est ancien. L'ICRC était en train d'être retiré, de la panoplie de l'armement français, etc. Donc encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait l'effort parce qu'on ne voulait pas le faire, parce qu'on a toujours pensé qu'il y aurait un espace de négociation qui était possible, et ça n'a pas été fait. Mais rappelez-vous, au début de la guerre, le président Zelensky avait émis l'hypothèse, au tout début, au mois de mars 2022, avait émis l'hypothèse sur laquelle on pourrait négocier quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais on voit bien qu'il y avait une espèce de fenêtre de tir qui s'est refermée quasiment immédiatement, et aujourd'hui il est totalement fermé. Et malheureusement, un conflit ne peut pas s'imaginer sans un objectif final, sans savoir ce qu'on veut. Et malheureusement, encore une fois, je pense que cette guerre peut durer un certain temps, puisqu'on voit bien que cette guerre va s'arrêter pendant l'hiver, on va retomber dans les pluies, on va retourner dans l'hiver, et donc rien ne se passera avant 2024. Justement, Corinne Tapiro, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on va retourner au standard au 0826 300 300 avec Sandrine, notre auditrice, et qui était plutôt d'accord avec ce que vous disiez et qui posait la question de la paix finalement dès le départ. Sandrine, on vous écoute. Oui, merci déjà à Corinne d'avoir évoqué la paix, parce que j'ai l'impression que on est deux femmes à évoquer la paix, c'est peut-être pas pour rien. Écoutez, je suis un homme et je veux bien l'évoquer aussi. Hein. C'est peut-être parce que on se met à la place des mères qui voient leur enfant tomber pour de mauvaises raisons, et c'est assez insupportable. Moi, j'ai souvenir d'avoir visité un cimetière militaire en Normandie quand j'avais 22-23 ans. On était un groupe d'étudiants et on s'est rendu compte que tous les gars qui étaient enterrés là étaient plus jeunes que nous, sont morts plus jeunes que nous, et c'était assez insupportable. Si on remonte plus loin, moi j'ai 4 frères de mon arrière-grand-père qui sont tombés en 14-18. C'est des choses comme ça qu'il faut vraiment pas oublier, et pour avoir la paix, préparons la guerre, et c'est ce qu'a fait toujours l'armée française depuis que, moi j'ai une 50aine d'années, je l'ai toujours vu faire ça. C'était vraiment pour moi important. Je pense que les armes, faut pas les donner une fois qu'il y a déjà la guerre d'entamer, qu'il y a déjà des batailles sur le terrain. C'est avant qu'il faut préparer la paix. Et en effet, je pense que là, il y a quelque chose qui a dérapé, mais il faut trouver des solutions. Notamment, je pense qu'on a des solutions du côté diplomatique, mais aussi militaire. Je pense qu'on a des très très bons militaires encore en France. Je fais confiance à certains généraux pour savoir comment éventuellement pouvoir donner des astuces peut-être qui nous manquent aujourd'hui pour trouver des solutions pour arrêter ça. Corinne Tapiro. Alors moi j'avais une question à vous poser, colonel Père de Jong. Est-ce que vous ne pensez pas que cette guerre, au moment où elle est intervenue, a servi aussi d'un formidable tremplin de communication pour d'autres fins, notamment des fins électoralistes? On était quasi en campagne électorale présidentielle et les législatives. Est-ce que ça... Selon vous, ça a pu avoir une incidence réelle et sérieuse, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites tout de suite. On doit reconnaître qu'effectivement, la France a ouvert ses portes très vite, a mis en place tout un système d'aide pour les Ukrainiens qui voulaient se mettre à l'abri momentanément. C'est des gens qui n'ont pas vocation à rester, qui veulent repartir, parce que le peuple ukrainien est patriote. Je sais que c'est un mot qui choque tout le monde parce que ça fait un peu extrême droite, mais c'est un vrai peuple patriote et qui a une vraie... sans être d'extrême droite. Non, et oui, mais c'est ça. Mais bien sûr, on fait un raccourci, voilà. Et la population ukrainienne a une volonté de repartir. Et ensuite, il y a eu tout un discours extrêmement anxiogène sur ce qui se passait. Est-ce que ça n'a pas desservi peut-être des négociations, et ça a en tout cas objectivement servi la campagne présidentielle du président sortant? Colonel Père de Jong. Alors objectivement, je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine et que le président français, le futur président français en pleine campagne, évidemment, a saisi cette occasion. Ça, c'est évident, et c'est un effet d'aubaine. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait une espèce de stratégie globale pour monter à la guerre. Je pense que simplement Poutine avait besoin de ça. Poutine est sur un modèle, je dirais, de conquête quelque part de ce qu'on appelle un glacis à l'ouest. C'est une vieille stratégie russe qui date depuis quasiment des centaines d'années, des siècles, et donc il revient sur son vieux modèle de reconstituer ce glacis russe. Il est vrai que les Américains, au cours de l'histoire récente, depuis globalement les années 90, puisque rappelez-vous la chute du mur, l'explosion du URSS en 91, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une espèce de statu quo qui aurait dû se mettre en place. Ça avait été négocié avec Yeltsin, et c'est vrai que l'OTAN et comment dire l'Ouest
n'a cessé de rejoindre, en fait, de se rapprocher des frontières. Encore une fois, c'est la volonté des États, c'est la volonté des Pays-Baltes, c'est la volonté de la Pologne, c'est la volonté de la Roumanie, de la Bulgarie. Donc, ils souhaitaient être protégés par l'OTAN. C'est le cœur du problème. L'Ukraine étant, je dirais, pour les Russes, une excroissance du peuple, enfin, de la Russie. Oui. Donc l'idée, c'était de recréer ce grand glacis. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu affaire à quelqu'un et on n'a pas compris ce qu'il voulait. Je pense qu'on est resté sur un modèle un peu arrogant en considérant que Poutine ne le ferait jamais, qu'il n'aurait jamais la capacité de le faire. Or, le problème, c'est que les invariants, si vous voulez, géostratégiques et géopolitiques existent toujours. Et malheureusement, ce qu'on n'a pas compris, c'est que Poutine était, comment dire, son logiciel était vrillé sur un invariant qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, qui était d'avoir un glacis à l'ouest. Deuxième point, c'est recouvrer quelque part, comment dire, une espèce d'honneur perdu en 91, l'humiliation que les Russes ont subie en 91. Oui, la chute de l'URSS. Nous, on a pensé que le monde entier, la Russie allait vers la démocratie. Le siècle démocratique en Russie a duré quelques années avec Yeltsin. Après, c'est terminé. Donc, on n'a pas perçu tout ça. Et malheureusement, il y a eu une montée aux extrêmes, une montée des tensions qu'on n'a pas su réguler, qu'on n'a pas su, si vous voulez, gérer de façon extrêmement stricte. C'est comme si les deux blocs avaient fait perdurer. Je voudrais profiter aussi de la présence parmi nos vraies voix de Bruno Pomar, ancien du RAID. Tout à l'heure, Sandrine le disait, c'est une histoire aussi d'hommes, de jeunes qui meurent au combat. J'ai eu l'occasion de présenter ce week-end sur LCI un très beau documentaire qui présentait les nouveaux enrôlés dans l'armée ukrainienne. C'est Monsieur Tout-le-Monde. Comment on peut imaginer, Bruno Pomar, qu'un Monsieur Tout-le-Monde devienne un guerrier qui défie sur le front la Russie ? L'engagement patriotique, je dirais, puisqu'on a certains Français qui sont partis, mais des anciens militaires souvent, des légionnaires, d'anciens légionnaires et autres. Je pense qu'il y a un véritable engagement. Lorsqu'on a été 15 ou 20 ans militaire, effectivement, on a toujours cette envie de se rendre utile. Et je crois que ceux qui se sont enrôlés dans cette guerre, effectivement, d'abord c'est courageux, parce que certains sont morts même. C'est quelque chose, c'est du conditionnement. Les anciens militaires, mais Monsieur Tout-le-Monde. Oui, il y avait un garagiste, par exemple. C'est surprenant, effectivement. Ça prouve qu'il y a des gens qui sont patriotes, mais patriotes dans le sens des... C'est une formation psychologique, j'imagine. Écoutez, oui, c'est un engagement personnel. C'est courageux, parce que quand on n'a aucune formation militaire pour manipuler les armes et tout ce qu'on peut imaginer, effectivement, on peut se poser la question. Mais ces gens-là qui sont partis peuvent aider aussi en termes logistiques et autres. On ne sont pas partis nécessairement prendre les armes comme peuvent le faire nos militaires légionnaires ou autres à la retraite et qui sont capables de manipuler les armes. Donc, oui, ils sont utiles pour le pays, pour l'Ukraine. Et je trouve que c'est admirable. Ouais. Philippe Bourriaki, on va vous donner le mot de la fin. Alors, je voudrais d'abord saluer sur le X de Sud Radio, Bontemps Philippe, qui apprécie énormément Philippe David, visiblement, et nous l'apprécions aussi, il nous manque. Mais si vous voulez, je peux partir, Philippe. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il demande, Bontemps Philippe. Je pars. Et lui dire que non, le débat, il est éclairé. D'ailleurs, il pourrait appeler. Oui, parce que l'auditeur en question dit que la question est pourrie, pardonnez-moi. Mais non, mais pas du. Ouais, mais c'est pas du tout le cas. Il y a un agresseur, un agressé, et donc par conséquent, voilà, c'est une évidence. Et pour répondre à Sandrine, j'étais moi samedi après la manifestation avec des femmes ukrainiennes, et j'ai posé justement cette question. Est-ce que vous seriez prêt à dire bon, on laisse tomber le Donbass et la Crimée définitivement, et on a la paix? Et je vous parle de femmes qui ont eu des maris, qui ont des enfants qui sont enrôlés, pour certains qui l'ont perdu, leur père, ils disent jamais. Nous nous battrons jusqu'au dernier. Oui. Et quand vous avez des patriotes, et c'est pas un vilain mot, être patriote, moi je suis un patriote, j'aime mon pays, la France, d'une force extraordinaire. Et si demain on devait agresser la France, je me poserai aucune question. Et ça sera jusqu'au dernier Français. Vous prendriez les armes? Évidemment. Évidemment, pour ma patrie, pour ma nation, pour mon pays, pour mon peuple, je prendrai les armes sans me poser aucune question. Merci en tout cas, colonel Père de Jong, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci. Vous inquiétez pas, je suis là jusqu'au 4 août, Philippe. Il a écrit un très bon bouquin, entre les lignes. Eh ben voilà. Oui. Eh bien, chers auditeurs, vous restez avec nous parce qu'on va changer un peu de sujet. On va être un peu plus léger. On va jouer juste après la pause. Allez, on va jouer avec moi, désolé. Pardon. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 17h54, c'est le quiz de l'actu. Bonjour. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, on vous rappelle un peu les règles tout de même. Parce que, voilà, déjà, 0800 26 300 300, vous pouvez jouer avec nos vraies voix, vous pouvez réagir à l'actualité. Mais là, on joue. Et d'ailleurs, Sandrine, vous êtes toujours avec nous.
Toujours. Ah, alors c'est parti pour la rappel des règles. Sandrine, donc, vous choisissez votre duo. Ça sera soit Corinne Tapiero, soit Philippe Bouriaki, soit Bruno Pomar. Tous les deux, vous formez une équipe et contre les deux autres. Il y aura l'équipe A, la vôtre, Sandrine, face à l'équipe B, l'autre. Alors, qui est votre coéquipier? Allez, je vais demander à Philippe. Ah, excellent choix. Ça lui fait plaisir, il a un grand sourire. Voilà. Et moi, je suis jaloux, moi. Ah. Ouais, mais Bruno, vous êtes avec Corinne. Oui, ça fait c'est pas mal. Allez, c'est parti pour le quiz. Allez, question A, donc, pour l'équipe A. Dans quelle ville française un homme en grattant un ticket de millionnaire pour la première fois de sa vie a gagné 1 million d'euros? Ah, ils l'ont entendu, ils l'ont entendu. Alors, réponse donc, soit de Philippe, soit de Sandrine, tout d'abord, hein, l'équipe A. Putain, Si Philippe a entendu, je veux bien qu'il réponde. Je l'ai pas entendu justement. Donc donnez une ville, vous avez le droit à l'erreur. Donnez une ville, Sandrine. Nantes. Non, c'est pas ça, Philippe. Je dirais Paris. Non, allez, équipe B, vous prenez Lyon, oui. Bonne réponse. Je l'ai lu ce matin, mais oui, Bruno Pomar, ça vous fait 2 points. Alors, quand même, le monsieur en question, il accompagnait son papa dans un bar tabac de la Pardieu. Il s'est dit, tiens, je vais faire un petit grattage là, et hop, pouf. C'était son premier, hein, c'est ça, c'était son premier. Bon, Corinne. Il y en a qui ont, excusez-moi le terme, les fesses, on va dire. Ça dépend de pas avoir choisi la dame. Allez, question 2. On rappelle, comme vous avez pris la question de l'autre, vous prenez 2 points et pas 1 point. Hein. Allez, question pour l'équipe B, donc Bruno et Corinne. Quelle organisation a revendiqué l'attentat suicide commis dimanche au Pakistan lors d'un meeting politique? Le djihad islamique. Oui, le djihad islamique, mais le problème, c'est que ça fait 1 point seulement. Mais c'est bien. C'est ça. Que rien. 2-1, équipe A. Où est-ce qu'un pilote d'avion de tourisme a réussi à amérir dimanche matin après une panne de moteur? Mais alors, vous n'avez pas révisé votre actu avant de c'est venir, déjà Philippe. C'est déjà Philippe et Sandrine. Alors. Bon, je vais faire confiance à Bruno Pomar. Non, il répond après. Il répond après. En Méditerranée. Oui, allez-y. À la ville, comme dans une ville en Méditerranée. Sandrine. Alors, Sandrine. Moi, je dirais Fréjus. Oui. Bravo. Elle a eu le temps de regarder sur Internet, je suis sûr. Vous avez googlisé, Sandrine? Pardon? Vous avez googlisé? Bon, non, mais je suis très très forte pour deviner ce genre de choses. C'est vrai, c'est moyen. Alors donc nous en sommes à 3-1 pour l'équipe B. Équipe B qui répond maintenant. Attention, qui est Ousmane Sonko, inculpé et écroué lundi pour divers crimes? C'est l'équipe B qui répond, Bruno Pomar et Corinne Tapiero. Qui est Ousmane Sonko, inculpé et écroué lundi pour divers crimes? Une fois. C'est pas un chef. Allez-y, vous n'êtes pas loin. Un chef rebelle. Ouais, mais. Où ça? On va dire opposition. Ouais, au Congo. Non, c'est pas au Congo. Allez, c'est l'équipe A qui prend. Philippe Bouriaki. Oui, alors vous dites. C'était le candidat à la présidentielle. Oui, bien, très bonne réponse de Philippe et Dakar. Égalité. Et de Sandrine. Donc vous prenez un 2e point. Là, ça vous fait. Philippe, il est comme ça. Hein. Donc ça fait 4-4. Non, ça fait 3-3. Question A pour l'équipe A. Pour quelle raison le rappeur Gims a annulé son concert prévu le 11 août en Tunisie à Djerba? C'est une raison humanitaire pour la maltraitance des réfugiés subsahariens dans le désert tunisien. Excellente réponse de Philippe Bouriaki. Sandrine, vous menez avec Philippe. Merci Philippe. Ça fait 4-3. Et attention, question B. Soit vous répondez, soit vous avez perdu. Corinne et Bruno, combien de détenus peuplent les prisons de la France à 1000 près? 73 457. Vous dites 73 457 à 1000 près, hein? Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Je dis. C'est 75 000. Je donne. C'est 74 513. Mais allez, on va dire égalité. Égalité. Donc on fait une question. Allez-y. Attention. Comment c'est rapidité, c'est ça? Attention. Question de rapidité. Là. Dans quel département de vacances se trouve Bruno Le Maire, le ministre de l'économie? À Évreux. En vacances, vous allez en vacances? Non, il est de là-bas. Oui, non, mais en vacances. Où passe-t-il ses vacances? Dans le Var? Non, c'est de l'autre côté. Dans le Luberon. Non. Bayonne. Vous pouvez répondre, Sandrine. Pays Basque.
Oui, Pays Basque. Oui. Bonne réponse de Bruno Pomar. C'est une victoire donc de l'équipe B. Et Bruno et Corinne. Rien. Vous avez gagné. Vous avez gagné. C'est beau, c'est beau. Bon, Sandrine, pas de regret. Coubertin le dit. Non, mais c'est pas un problème. De toute façon, nous, je sais que vous viendrez bientôt chanter La Dame de Haute-Savoie ici. Bien sûr. Et vous restez avec nous, Sandrine. Coubertin disait l'essentiel, c'est participer. J'adore la Haute-Savoie. 18h sur Sud Radio. Les éditorialistes, le tour de table des vraies voix, le tour de table de l'actu, ça arrive tout de suite. Et puis n'oubliez pas notre débat 18h30 qui sera le coup de cœur, le coup de projecteur plutôt, des vraies voix. La question qu'on vous pose sur Twitter X, aujourd'hui c'est les 20 ans de la mort de Marie Trintignant. Est-ce que ce féminicide marque selon vous le début d'une prise de conscience des violences conjugales? N'hésitez pas à voter, à réagir aussi à ce sujet. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Merci de rester fidèle à Sud Radio et aux vraies voix de l'été. On est encore ensemble pour pas très très longtemps, mais bientôt. Et là, c'est encore 4 jours et puis demain, ça sera 3. Voilà. Avec le temps, tout s'en va. Voilà. Vous êtes toujours avec les vraies voix, nos vraies voix du jour. Corinne Tapiero, qui est conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Avec Bruno Pomar, ex-policier du RAID et notamment maire du petit village de 125 habitants dans l'Aude qui s'appelle Belleflou. Et Sud Radio est très écouté là, Sud. Évidemment. Il y avait une antenne d'ailleurs avant à Toulouse. Bien sûr, bien sûr. Et Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole national de l'écologie au centre. Et puis tout de suite, avant notre débat de 17h30, dont je vous rappelle la question, vous pouvez aller voter sur Twitter. Aujourd'hui, c'est les 20 ans de la mort de Marie Trintignant. Est-ce que ce féminicide marque le début d'une prise de conscience autour des violences conjugales? Selon vous, n'hésitez pas à voter. Et puis on retrouve Félix Mathieu pour Ça fait du clic sur les réseaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Le top clic, c'est quelque chose. Une joaillerie a été braquée à Paris ce midi avec un butin de 10 à 15 millions d'euros. Félix. Braquage effectué par 3 personnes, 2 hommes en costard et une femme en robe. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'est déroulé vers 13h à la joaillerie Piaget, rue de la Paix, en plein cœur de Paris. Dans le 2e arrondissement, au moins un des braqueurs était armé. Personne n'a été blessé, semble-t-il. Le parquet de Paris saisit la brigade de répression du banditisme. Enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée, mais aussi pour séquestration en bande organisée. La rue de la Paix, la place Vendôme sont connues mondialement pour accueillir les enseignes les plus prestigieuses de bijouterie de luxe. Alors, le dernier vol à main armée ne remonte pas à si longtemps. C'était le 29 avril dernier. Déjà, ce jour-là, 3 individus déjà étaient venus à bord de 2 motos. C'était présenté à une autre bijouterie, Bulgarie, place Vendôme, avec un préjudice déjà en avril évalué à plusieurs millions d'euros. Ça se multiplie, Corinne Tapiero, vous qui êtes élue parisienne, notamment à Paris. Ça se multiplie, c'est spectaculaire parce que ce sont des grandes enseignes, que les pièces sont très très chères et qu'après après des vols comme celui-là, se pose la question d'écouler cette marchandise. Donc ça veut dire qu'il y a des réseaux internationaux derrière pour pouvoir acheter des pièces comme celles qui vont être revendues, vraisemblablement démontées, parce que les diamants montés, c'est pas très facile à vendre. Donc je trouve que c'est quand même très très inquiétant. C'est encore une image de Paris qui se dégrade, d'un Paris qui se dégrade, d'un Paris qui s'abîme, d'une zone qui est moins sécure. Pourtant, même la place Vendôme, elle est moins sécure que ce qu'elle a été. Vous pensez que Paris se dégrade, Bruno Pomar? Oui, pour y passer toute l'émission, si vous voulez. Rien que pour se balader à Paris, c'est déjà un problème. Il doit y avoir combien 10 000 travaux d'installer. C'est hallucinant de voir ça. Non, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et puis, à l'approche des Jeux Olympiques, effectivement, on peut s'interroger. Alors, il y a très peu de temps, j'étais avec David Douillet à discuter, puisqu'il est au COJO. Double champion olympique de judo. Qui n'était pas très inquiet sur tout ce qui est sécurité et autres. Moi, sur la sécurité, je pense qu'on est capable de relever le défi. J'ai pas de souci là-dessus, mais sur effectivement les moyens de locomotion, les déplacements, à mon sens, risquent de poser quelques problèmes. Alors, évidemment, le COJO dit non, et ils sont optimistes et ils ont raison de l'être, mais on peut se poser quelques questions, effectivement. Ça tombe bien, on a le conseiller régional d'Île-de-France. J'espère que le COJO finira par entendre les recommandations de notre présidente Valérie Pécresse et notre vice-président Patrick Caram au JO. C'est vrai que ça risque d'être très compliqué, mais je pense qu'on sera fortement incité à ne pas nous déplacer, à ne pas prendre de véhicules. D'ailleurs, on sera très peu à avoir des places, donc on ira très peu voir les matchs. Il y en a qui iront travailler quand même.
Quelques-uns, mais bon, vu, et je ne remercie pas Madame Hidalgo et ses copains pseudo-écolos qui pourrissent bien la vie aux banlieusards pour venir voir notre si belle capitale. Voilà. Eh bien, autre sujet, Félix Mathieu, à San Francisco, le service d'urbanisme a fait retirer, décidément, ça n'arrête pas, le X géant du toit de Twitter devenu X. Eh oui, les relations sont décidément orageuses entre Elon Musk et la ville où se situe le réseau social dont il est propriétaire. Juché sur le siège de l'ex-Twitter devenu X, cette enseigne, ce X géant était trop éblouissant. Le propriétaire de l'édifice devra en plus payer pour les frais d'enquête, précise la ville de San Francisco. Un représentant de X avait refusé l'accès au bâtiment à un inspecteur il y a quelques jours. Sauf que, la nuit, la structure s'animait d'un jeu de lumière vive, si vive qu'elle en éblouissait les habitants du quartier qui avaient fini par s'en plaindre. San Francisco, le forestier, il l'a sorti. Bah oui, San Francisco s'allume et ça s'allumait un peu trop fort en pleine nuit. Ça commence à faire beaucoup quand même toutes ces histoires, puisque déjà, si vous aviez suivi, la semaine dernière, les services de la ville étaient intervenus quand des ouvriers avaient enlevé les lettres de l'ancien nom Twitter sur la façade du bâtiment. Des travaux n'avaient pas été déclarés, donc ça avait été interrompu. Les relations en fait sont si mauvaises entre Elon Musk et la ville de San Francisco que le milliardaire désormais accuse la municipalité démocrate de ne pas être business friendly, c'est-à-dire de causer des départs d'entreprises en cascade. Il assure que lui n'a pas l'intention d'en faire autant, de déménager Twitter X, mais selon les plaintes déposées par d'anciens salariés du réseau social, le nouveau boss de la plateforme aurait hurlé dans les locaux son intention d'arrêter de payer le loyer du siège. Il faudra me passer sur le corps pour que je paye, aurait-il dit son avocat à Elon Musk, ajoutant, selon cette plainte, qu'il était hors de question de payer un loyer, je cite, dans une ville de merde comme San Francisco. Ils ont changé de nom, mais le X est toujours en bleu, c'est toujours bleu. Non, c'est noir. Il est noir et blanc. En plus, c'est plus une maison bleue. Alors pourquoi ce choix? Mais c'est Twitter X ou c'est Twitter X? Quelle mascarade tout cela, finalement. C'est son signe fétiche, le X. Il avait SpaceX. Même son gosse, je crois, non? Un de ses enfants a un nom imprononçable avec un X dedans. Une espèce de formule mathématique, et le diminutif de son fils, c'est X, effectivement, puisque son nom ressemble plus à une formule mathématique qu'à un prénom. Voilà, c'est les lubies des milliardaires, on peut le dire quand même un petit peu. Oui, c'est les amusements de milliardaires, ça, oui. Voilà. Il veut marquer sa patte et son empreinte depuis qu'il a racheté Twitter. La mairie de San Francisco risque de se faire suspendre leur compte Twitter. Et ils iront son aide. Oui, peut-être aussi. C'est un gros contributeur, la vidéo, ils n'ont pas intérêt de s'en passer. En tout cas, il le dit, il ne paiera pas le loyer, quoi. Oui, ça m'étonnerait qu'il le paye pas. Là, ils vont vite l'expulser. Ça va être un gros loyer en plus. Alors, si vous voulez réagir à tout cela, les auditeurs de Sud Radio, vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, et surtout allez voter sur Twitter. On vous pose la question X, voilà. On s'y fera pas. Je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal, je vous avoue. La question qu'on vous pose sur Twitter ou X, elle est moins drôle que cet échange. On parle des féminicides et de la mort de Marie Trintignant, dont on fête les 20 ans, hélas, aujourd'hui. Est-ce que ce féminicide marque le début d'une prise de conscience des violences conjugales, selon vous? Vous pouvez voter et vous pouvez réagir. On est là. À tout de suite. Dans un instant, le tour de table. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h18, il me regarde en faisant des grimaces. Vous voyez pas tout, vous qui écoutez, mais sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous avez pu voir Frédéric Brindel tirer la langue. Voilà, et plus de 800 000 abonnés. Ah oui, on les a dépassés largement. Tu t'affiches en faisant ça? Oui, c'est vrai. Sur les 800 000 abonnés ou sur le tirage de langue? Le tirer la langue et tout ça. En même temps, il a réussi à me faire rire, c'est ce qu'il voulait dire. Je voulais faire rire ma copine, Judith. C'est important de faire rire une femme, toujours. Oui. Surtout pour la détendre. Allez, le tour de table de l'actu des vraies voix, ça continue. Qui est partant pour un deuxième tour? Non, il faudrait sérieusement penser à agrandir la table. Le tour de table de l'actualité. Nos vraies voix, donc Corinne Tapiro, Philippe Bouriaki et Bruno Pomar. Bruno Pomar, vous êtes le premier à dégainer, vous connaissez cette expression? Pas mal, oui. Je viendrai la prochaine fois. L'utilité de travailler sur le rapprochement entre la police et la population. Alors moi, c'est une obsession. Évidemment, j'ai fait 36 ans dans la police. Je suis président de Raid Aventure Organisation, qui est une association qui travaille sur ce sujet-là depuis 30 ans, 32 ans même. Et c'est vrai, plus que jamais, on est obligé de travailler. D'ailleurs, le sujet, si vous entendez les violences policières et tout ce qu'on peut entendre maintenant, beaucoup de gens sur le terrain
terrain, les élus, etc., parlent de cette nécessité de remettre en place un rapprochement de police-population plus en avant, parce que c'est une vraie nécessité. Je crois que on allait dire c'est mon terrain de prédilection, c'est pour ça que je vais le vendre, mais c'est vrai que je trouve que on ne réglera pas tous les problèmes avec plus de répression dans certains cas, je précise bien, parce que la répression elle est présente, elle est utile parfois, mais je pense qu'il y a un moment où on voit une certaine classe politique casser systématiquement l'image des policiers, jeter l'opprobre sur nos policiers, on le sait, là, je pense pour ne pas les nommer la France Insoumise, évidemment, qui sont mondialement connus, une certaine partie de la NUPES, mais surtout la France Insoumise, qui cause beaucoup de problèmes à l'image de notre police, et tout ça débouche sur, malheureusement, pas que ça, évidemment, parce que les problématiques de suicide en police, c'est pas que le fait que la France Insoumise n'aime pas la maison police, mais encore une fois, le métier de policier est très compliqué et il faut que notre population qui aime sa police, à 80%, les sondages le confirment. Soyons clairs là-dessus. Mais la petite minorité qui n'aime pas la police nous fait beaucoup de tort. Et je crois que c'est à nous, acteurs associatifs, aux élus aussi, de travailler sur ce sujet-là pour que l'image de notre police aille mieux. Et moi, j'y travaille effectivement avec mon association dans le rapprochement des jeunes en particulier et de la police. Je pense que c'est essentiel. Philippe Bouriaki, créer le lien entre les jeunes et la police, c'est très important. On sait on en a parlé d'ailleurs hier, une police de proximité qui a été annulée par Nicolas Sarkozy à l'époque. C'était peut-être pas le meilleur choix non plus, parce que c'est vrai que la police n'est pas forcément là pour aller taper le ballon non plus tout le temps. Donc quelle serait la solution selon vous pour recréer ce lien ? Je suis pas d'accord. La police, elle est aussi là pour taper le ballon de foot, de rugby, sur les tatamis. Il faut qu'elle soit au plus proche des gens, parce que ça permet de connaître les uns et les autres. Ça permet aussi de collecter des informations, parce qu'on a plus de facilité à aller dire à quelqu'un qu'on connaît qu'il y a des choses qui se passent pas bien dans notre quartier ou dans notre village, et de donner les éléments nécessaires pour pouvoir appréhender et avancer main dans la main. La police, c'est pas l'ennemi du peuple. La police, c'est les anges gardiens de nos concitoyens. Ils sont 300 000 en France pour plus de 60 millions d'habitants. Ils font un travail remarquable sur le terrain. Moi, je suis un soutien inconditionnel de nos forces de sécurité. Vous voyez, je dis pas les forces de l'ordre, je dis les forces de sécurité, vraiment, parce que je mets tout le package dans la sécurité, les pompiers, la sécurité civile, mais aussi les gendarmes, voilà, police municipale, police municipale, évidemment, les polices, mais il y a aussi ce travail d'investigation, il y a aussi ce travail de répression, il y a aussi ce travail de prévention. Lorsque vous êtes à un carrefour et que vous faites du contrôle routier sur l'alcoolémie, sur les stupéfiants, etc. On a besoin de notre police, mais lorsqu'il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations, il faut que justement cette corporation soit capable de se désolidariser de la brebis galeuse, ou les brebis galeuses, mais heureusement qu'ils ne sont pas nombreuses. Corinne Tapiero, justement, est-ce que donc pour vous, il faudrait remettre la police de proximité aussi ? Non, moi je ne suis pas fan de cette structure. Je crois que la police aujourd'hui, dans les quartiers et dans tous les secteurs, elle est identifiée par la population, elle est connue et reconnue, enfin pas connue au sens, on sait exactement qui c'est, les portes des commissariats sont très faciles à pousser, on a facilité un certain nombre de démarches comme le dépôt de plainte, etc. Donc on n'attend plus des heures, on est reçu, il y a une véritable écoute, il y a un vrai professionnalisme en commissariat, au niveau de la gendarmerie aussi. Alors c'est un corps qu'on connaît peut-être un peu moins parce qu'il est plus éloigné des grandes villes que dans des zones plus limitrophes, mais on a une police qui est à l'écoute. Alors moi j'écoutais avec intérêt ce que vous disiez de rapprocher la jeunesse de sa police. Ça se faisait beaucoup dans les établissements scolaires quand les policiers ou les gendarmes venaient faire de la prévention contre circulation routière aussi, tout alors, ça. Oui, aussi, mais ça se fait encore un peu. Ça se fait encore un peu, mais c'était des moments assez formidables où ils recueillaient aussi la parole de ceux qui étaient soit victimes, soit témoins de choses qui n'étaient pas, qui étaient contraires au fonctionnement normal d'une vie dans une cité. Allez, tour de table de Philippe Bouriaki. Alors original, hein, Judith. Oui. Alors Philippe Bouriaki voulait vous poser une question. Pourquoi faut-il développer les jeux d'échecs dès le plus jeune âge, en commençant par les écoles élémentaires? Alors je vais vous donner 20 bonnes raisons. 20 bonnes raisons, et je m'adresse aux parents qui nous écoutent, à tous les parents d'ailleurs. Il exerce les deux côtés du cerveau, l'hémisphère nord et sud. Il améliore
améliorent votre QI, les échecs aident à prévenir des maladies d'Alzheimer, améliorent votre créativité, augmentent les compétences de la résolution des problèmes, enseignent la planification et la prévoyance, améliorent les habilités de lecture, comme quoi. Oui, comme quoi. C'est une petite partie ce soir en rentrant. C'est parce que je suis surtout dyslexique et dysorthographique. Donc là, nous en sommes à 5, hein, c'est ça. À 5. Enseigne la planification et la prévention, pardon, je l'ai dit, optimise l'amélioration de la mémoire, améliore la récupération des accidents vasculaires cérébraux, les échecs favorisent la bonne santé du cerveau, les échecs aident à comprendre les conséquences de nos actes, les échecs aident à gagner en confiance en soi, les échecs apprennent à gagner et à perdre, une leçon de vie, les échecs aident à bien se concentrer, les échecs ont le pouvoir de rapprocher les hommes. Mais les femmes. Je vous interromps comme ça fera une petite parenthèse, mais vous dites chez les jeunes, mais on continue de jouer après, c'est-à-dire tout le temps. Toujours, on ne s'arrête jamais. Voilà. Jamais. Et alors, quels sont les autres avantages pour conclure? Ils ont le pouvoir de rapprocher les hommes et les femmes, comme je disais. Les échecs ont un excellent outil pédagogique. Les échecs développent la créativité. Les échecs aident à développer la compréhension analytique. Les échecs apprennent à gérer la pression. Les échecs favorisent la croissance du cerveau. Et vous jouez tous les jours? Je joue pratiquement tous les jours, oui. D'accord. Et moi, j'ai une vraie question. Allez-y, Frédéric Brandel. Parce que j'ai jamais réussi à jouer aux échecs. Moi, je suis très mauvaise aussi. Mais j'adore le jeu de dames. Est-ce que c'est différent? Ah oui. Alors oui, c'est complètement différent. Alors c'est différent parce que c'est pas on a des pièces qui ont une fonction différente aux échecs et qui se déplacent différemment. Ouais. Mais les jeux de dames sont vraiment très bien aussi pour la rapidité, la dextérité, la compréhension, l'analyse, l'anticipation. Tous les jeux de mouvements de pièces où vous êtes obligé d'avoir comme le tavelard par exemple. Et le backgammon aussi ou pas? Bien sûr. Même puissance 4. Aussi, mais bien sûr, évidemment. Ça vous apprend à anticiper. Moi, je me retrouve dans tout ce que tu viens de dire, mais j'y joue jamais. Alors, est-ce que c'est inné chez moi? Justement, Bruno, il fallait qu'on en parle. On voulait vous dire, vous êtes merveilleux, ne changez rien surtout. Non, mais je pense que c'est important, les jeux de société de façon générale, mais je pense que les échecs, oui, c'est connu pour, et tant mieux si ça peut aider. Ça favorise la logique, les mathématiques. Mais je crois que je vais m'y mettre. Tiens, échecs, Corinne Tapiro? Oui, moi j'aime bien jouer aux échecs. Je suis pas une très bonne joueuse, mais c'est vrai que, comme tous les jeux, les échecs apprennent à gagner ou à perdre. Enfin, apprennent aux enfants à perdre, parce que c'est extrêmement important de savoir analyser aussi ses propres échecs, ses erreurs. Et la responsabilité de ses actes, c'est vrai que c'est très important. Et pas en virtuel, hein, on est bien d'accord. Philippe Bouriaki, c'est sur le damier. Hein. Alors, ça peut se faire aussi à l'écran. Oui, peut se faire à l'écran. Moi, je suis pas fan du tout. Je préfère les relations humaines, etc. Mais ça se fait aussi à l'écran. Et vous pouvez jouer contre des gens dans le monde entier. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de maîtriser la langue. Oui. Et puis, merci qu'on les connaît jamais. pour cet apport à notre savoir du jour. Et maths. Voilà, dans quelques instants, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Le sujet du jour, c'est aussi la question qu'on vous pose sur Twitter. Les 20 ans de la mort de Marie Trintignant. Est-ce que ce féminicide marque le début d'une prise de conscience des violences conjugales, selon vous? Et vous votez sur Twitter. Qu'est-ce que disent les auditeurs? Ils disent non à 68%. Donc c'est assez clair aussi. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre radio. On est là pour échanger. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brandel, Judith Belair. Bon, nous sommes prêts, 18h30, c'est le moment du coup de projecteur avec nos 3 vraies voix qui sont ce soir Corinne Tapiro, Bruno Pomar et Philippe Bouriaki. C'est un coup de projecteur tout particulier, nous sommes, c'est vrai, très émus. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elle avait 41 ans. Marie Trintignant est morte il y a 20 ans aujourd'hui. En 2003, c'était un crime passionnel. Bertrand Cantat, son meurtrier, accessoirement chanteur de Noir Désir, plaidait le coup de folie. Pour les médias, il fut l'artiste torturé et elle, la femme hystérique. Il fera même la couverture des Inrecuptibles en 2007, après seulement 4 ans sous les barreaux au lieu de 8. Le meurtre de Marie Trintignant est un féminicide, mais ce mot n'existait pas en 2003. Depuis MeToo, les choses évoluent trop doucement, même si la prise de conscience a fait du chemin. Le meurtre d'une femme par un conjoint ou un ex est enfin nommé, la passion n'y a plus sa place. Pourtant, en 2023, les femmes continuent de mourir sous les coups de poing ou de feu, précisément une tous les 3 jours en France. Ce qui nous amène effectivement à notre question sur Twitter à laquelle vous pouvez réagir, vous les auditeurs de Sud Radio. Le féminicide, les 20 ans de la mort de Marie Trintignant dont on fête les 20 ans hélas aujourd'hui, est-ce que ce féminicide marque selon vous le début d'une prise de conscience des violences conjugales? Corinne Tapiro, c'est vrai qu'il y a un avant et un après parce que ça a été médiatisé.
Oui, alors c'est vrai que ça a été médiatisé. C'est vrai aussi que on s'est aperçu que ces situations arrivaient dans tous les milieux. Tous les milieux étaient touchés, donc, et à partir de ce moment-là, on a commencé à en parler. D'ailleurs, il y a eu un moment de sidération, on a parlé de crime passionnel, on n'osait pas dire le mot, enfin c'est un assassinat pur et simple dû à des coups violents. 19 coups. Voilà, et même les parents n'avaient pas l'air d'être au courant de ce qui se passait, donc elle a vécu quand même dans cette espèce de climat un peu assez dur quand même. Et aujourd'hui, l'entourage devient même presque plus attentif. Pas forcément grâce à ça, mais on a pu en parler. C'est vrai aussi qu'on a avancé, on a évolué. Il y a beaucoup à faire au niveau des dépôts de plainte, la façon dont on recueille la parole des femmes, comment on les encadre. Alors je sais que tout le monde se gargarise du bracelet électronique anti-rapprochement. Anti-rapprochement, mais enfin bon, ça sonne chez la dame. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Ça devrait sonner à la police et il devrait arriver. Quoi. Je crois qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes. Bruno Pomar, comment ça se fait que ce bracelet, par exemple, il ne sonne pas directement à la police ? C'est la technologie, encore une fois, qui doit être peut-être révisée. Mais il y a une nouveauté qui a été lancée, des nouveaux téléphones portables. Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui a avancé d'ailleurs, parce que, et pour parler d'une personne qui est critiquée depuis pas mal de temps, c'est Madame Schiappa, lorsqu'elle a été auprès de Gérald Darmanin, a fait quand même avancer les choses. On peut pas lui reprocher ça. Elle a fait quand même des choses intéressantes sur les référents en commissariat, par exemple, police. Il y a plus de référents de présents. Il y a le 3919. Oui, mais c'est quand même, si tu veux, un référentiel important pour les femmes qui sont sujettes. Il faut y accéder. Il faut y répondre. Et ce qu'on voit actuellement, puisqu'actuellement on est au mois de juillet, là, on est à 70 féminicides déjà en France, donc ce qui est assez considérable. Oui, et malheureusement, tous les jours dans la presse, 120 et 150 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Écoutez, encore, excusez-moi de parler un peu de ma petite personne, surtout de mon association, mais je travaille là-dessus depuis pas mal de temps avec une pièce de théâtre qu'on a mis en place avec une fonctionnaire de police qui est spécialisée dans l'accueil des femmes en commissariat, qui s'appelle Sonia Aya, qui a réalisé une pièce de théâtre qui s'appelle Je me porte bien. Et je produis cette pièce, à titre bénévole évidemment, avec mon association Rédempture, un peu partout, dans des écoles, dans des lycées, dans des villes. On l'a fait à Paris, on l'a fait devant le préfet de police, etc., qui consiste à présenter ce que sont les relations entre un homme et une femme, et avec tout ce que ça peut évidemment apporter à un moment donné lorsque la situation se dégrade. Et c'est très intéressant, et on se rend compte que il y a beaucoup de gens que ça interpelle. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. Philippe Bouriaki, on entend beaucoup quand même les femmes dire que ça ne va pas assez vite. On entend beaucoup de gens le dire en général, qu'il n'y a pas de prise de décision assez forte de la part du gouvernement sur justement les tentatives de rapprochement ensuite, sur les actes eux-mêmes. Quand est-ce qu'on a envie de taper un bon coup de poing sur la table, moi c'est mon cas en tout cas. Quand est-ce que ça va vraiment bouger et changer? Quand est-ce que ce chiffre terrible qu'on vient d'entendre va-t-il redescendre? Quand on aura éduqué nos garçons, puisque dans 99,99%, ce sont des garçons, des hommes. Mais avant d'être des hommes, ce sont des jeunes hommes, et puis des garçons, des petits garçons. Leur apprendre l'égalité, leur apprendre le respect, leur apprendre le self-control, leur apprendre que le non, c'est pas peut-être, c'est non. Leur apprendre que lorsqu'on est à bout de nerfs, on sort crier un bon coup, ou on va dans une salle mettre les gants avec d'autres personnes, ou on va à la piscine ou joue au tennis, enfin peu importe, mais les femmes ne sont pas un punching ball. Ça commence d'abord par ça. Ça commence par aussi ne pas... moi je le dis parce que je suis de culture méditerranéenne, les hommes, on est des rois. Et les femmes sont à notre disposition. Oui, et ça c'est commence, notre propriété. Ça commence par la mère qui met les hommes au-dessus de tout le reste et qui demande à ses filles de se comporter en état inférieur. Alors bien évidemment, les choses sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer, mais ça commence aussi par ça, et mettre au même niveau les garçons et les filles. Ça commence aussi par... l'éducation, attendez mesdames, je pèse bien mes mots de ce que je suis en train de dire, l'éducation des femmes et des jeunes filles, à leur dire dès la première gifle, faut partir. Et il faut partir, faut pas revenir.
je pense à la femme du rugbyman qui a pris une rouste sévère, et qui voulait revenir, qui a pris sa défense et qui a été au tribunal pour dire je veux que mon mari rentre à la maison, et qui était donc comme ça en train de faire le pied de grue. Et là, il y a une vraie complexité. Alors oui, les choses sont plus médiatisées, mais non, les choses n'ont pas évolué. Et ce n'est pas à la femme de quitter le domicile. Le problème, c'est la pression qu'il y a autour, la pression des voisins, la pression du condiraton et la pression familiale. Qui disent bon bah écoute, on va pas faire de scandale, on veut pas que ça se sache, tais-toi. Ouais. Et donc ça, ces mentalités, elles doivent changer définitivement. Alors bon, concernant ce drame, Marie Trintignant, on vous a sélectionné avec Judith quelques extraits qui sont très marquants. Alors déjà, donc nous sommes le 1er août 2003, le chirurgien Stéphane Delajoux annonce le décès de la comédienne survenue à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann. Voilà, donc là on voit bien l'étendue de la blessure, le constat médical, et ensuite face à la presse, l'avocat de la famille Trintignant, maître Georges Kejman, récemment décédé, répondait aux fameux arguments dont tout à l'heure Judith nous a parlé un petit peu, les arguments de la défense. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme d'1m65, moins de 60 kilos, ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'1m90, 85 kilos, et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie, c'est l'excuse classique des hommes qui frappent. L'hystérie des femmes en général, dans ce cas précis, c'est ce qui a été invoqué effectivement. Mais en général, c'est aussi un peu ce qu'on lance aux femmes qui sont fortes, qui ont une grande bouche, qui s'imposent dans la vie, etc. Il y a quand même on est encore dans une société qui promeut le patriarcat finalement. Oui, vraisemblablement, ça y a pas de doute. Mais on a aussi un entourage qui peut dire tu l'as cherché. Qu'est-ce que t'as... Déjà, première question, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Ça c'est terrible. Je trouve ça extrêmement terrible. Ce que je trouve encore plus terrible, et ce sur quoi on n'avance toujours pas, c'est sur les enfants. Les enfants des femmes battues. Parce que lorsqu'ils ont été témoins de ces violences, ça peut devenir à leur tour, et assez probablement, des adultes frappeurs. Ou frappés. Ou frapper, ça dépend. Et il faut aussi traumatiser. Il faudrait qu'on puisse les prendre en charge. Moi, j'ai accompagné, dans le cadre d'émissions que j'avais en tant que responsable d'associations de parents d'élèves notamment, et d'autres structures, des femmes battues qu'on a réussi à exfiltrer de chez elles, qu'on a placé dans des foyers spécifiques. Malheureusement, forcément, comme les enfants sont là, il y a un droit de visite, donc le père est toujours en lien avec la famille et retrouve assez rapidement la femme. Quand ces femmes ont eu, en tout cas pour 2 d'entre elles, je me souviens des dossiers, le bénéfice de la jouissance du domicile familial, les pères ont trouvé, les maris ont trouvé le moyen de réattaquer le juge en disant mais le bail est à mon nom, c'est pas possible, etc. Et du coup, les choses retombent. C'est-à-dire qu'il manque un suivi après. C'est-à-dire quand il y a un fait comme celui-là, par exemple, le domicile doit rester domicile, quelles que soient les revendications suivantes. Alors, autre élément important sur lequel Judith va vous faire réagir, les vraies voix. Donc, écoutez cet extrait. C'est la mère de Marie Trintignant, Nadine Trintignant, qui répondait aux questions de Léa Salamé en 2018 au sujet du retour sur scène de Bertrand Cantat, donc l'auteur du crime. Comment se fait-il qu'un homme où on sait qu'il a tué, c'est pas un mystère, je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène. Bruno Pomar, pardonnez-moi, je suis un peu émue. Quand on entend une mère qui a perdu sa fille comme ça, qui fait sous les coups d'un homme qui n'est pas appelé un meurtrier par la majorité de la société, on peut vraiment se poser des questions quand même. C'est un meurtrier, excusez-moi de reprendre le terme, c'est un meurtrier, c'est tout. Et c'est vrai qu'encore une fois, la société se doit de répondre, mais c'est vrai depuis l'avènement de l'hashtag MeToo, c'est vrai que ça a permis aux femmes de se libérer et de pouvoir dire ce qu'elles ressentaient. C'est toute la problématique de l'emprise de l'homme sur la femme. Et l'emprise, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai une amie, pour tout vous dire, avec qui je vois souvent, qui m'expliquait sa vie. Elle a 3 enfants. Et elle me disait, j'ai fait un premier enfant, ça allait bien. Il a commencé à me violenter. Mais je lui dis, mais pourquoi t'es pas parti ? Parce que je l'aimais.
Et j'ai fait un deuxième enfant parce que pour lui montrer que je l'aimais, pour voir si ça allait. Et jusqu'à 3 enfants comme ça, jusqu'au moment où elle a failli mourir. Et cette emprise-là, j'arrivais pas à la comprendre, tout simplement. Donc, aller voir des psys, aller voir des associations, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'associations qui sont efficaces. Mais le problème, c'est que la problématique est tellement importante. On est un peu dans une forme de syndrome de Stockholm. C'est ça, voilà. bien sûr. Et la difficulté, c'est d'alerter. Et le nombre de femmes, c'est ça. Alors, on a encore un extrait à écouter. Les vraies voix. Autre extrait là aussi qui est très révélateur. Donc le comédien François Cluzet, ancien mari et père du fils de Marie Trintignant, tient un discours très touchant lorsqu'on évoque le souvenir de la comédienne. Depuis 20 ans, d'ailleurs, les témoignages de nombreux artistes alertent sur ce crime et sa symbolique. On vous fait réagir dessus. Non, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonne pas aux gens qui frappent les femmes, qui les tuent, comme je ne pardonnerai pas aux assassins d'Ilan Halimi, que je n'ai toujours pas digéré, comme je ne pardonne pas à ceux qui humilient les homosexuels. Je ne peux pas pardonner qu'on ait tué Marie. Je ne pardonnerai jamais. Bon, là, on entend François Cluzet nous parler des homosexuels, des juifs, en fait, des femmes, des minorités. Il y a un problème, justement, sur cette appréciation globale de comment on fait pour protéger ces minorités, finalement, Philippe Oriaki. Mais il n'y a que des minorités, en fin de compte. Vous pouvez prendre toutes les communautés. Dans les communautés, il y a encore des sous-communautés. Je ne parle pas de sous-hommes ou sous-femmes, attention. Je parle de sous-communautés. Et donc, comment on fait pour protéger la société en général? Je rebondirai sur 2 choses, sans vouloir choquer qui que ce soit. Premièrement, je ne suis pas d'accord avec l'avocat qui dit comment on peut penser qu'une femme de 60 kilos ne peut pas... peut pas rivaliser. Je peux vous assurer que moi, mes élèves de Krav Maga et de self-défense, elles font 55 kilos et elles mettent des bonhommes de 120 kilos au sol quand elles connaissent les techniques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il arrive que des gens, lorsqu'ils sont poussés à bout, puissent moduler leur force et la décupler. Mais je n'excuse pas, et je dis que ça n'explique pas qu'un homme puisse frapper à 19 reprises une femme ou un autre homme, peu importe. Mais vous reprécisez le contexte et vous avez effectivement, c'était très important ce que vous dites. Ouais. Et donc, on doit. Ça commence par l'éducation, ça commence évidemment par la sanction, mais l'obligation de réparation. Ma philosophie m'oblige de dire qu'une fois, lorsque la personne a réparé sa dette, lorsqu'elle a payé sa dette, elle a le droit à la réhabilitation. Alors on peut être choqué, se dire comment il peut se produire sur scène, mais comment des gens vont le voir sur scène. Et donc par conséquent, où est la chaîne de responsabilité? Pardonnez-moi, rebondissez juste sur les Inrecuptibles qui le mettent quand même en une en 2017. C'est scandaleux. Je suis désolée, ok, il a le droit d'aller sur scène, mais à un moment donné, il a fait 4 ans au lieu de 8. Bien sûr. Ils le mettent en une des Inrecuptibles comme une grande star qui revient sur scène, le retour de Bertrand Cantat. Moi je trouve ça personnellement, et c'est rare que je donne mon opinion à la radio, honteux. Oui, on n'aurait plus en entendre parler. Voilà, il devrait disparaître des médias. Il appartient à chacun d'avoir l'humilité de se mettre en retrait total de la vie publique. Alors justement, c'était l'une des questions qu'on avait voulu soulever à travers ces différents documents sonores. Corinne Tapiero, lorsque Madame Trintignant, mère, donc explique qu'elle ne comprend pas pourquoi Bertrand Cantat revient sur scène, il y a effectivement en avant l'argument de Léa Salamé qui lui dit il a été condamné, il a payé sa dette. Sauf que là, effectivement, il y a une autre dimension et qui est très importante dans le cadre de cette affaire, c'est qu'il revient sur scène et il va être applaudi. Et là, ça change tout, Corinne Tapiero. Ah mais c'est insupportable. Moi, j'avais trouvé ça intolérable. Je pensais au moins qu'il n'aurait même plus le culot de se présenter sur scène. Oui, et d'un autre côté, c'est vrai que lorsqu'on a payé sa dette, on doit être inséré pour des tas de faits. Mais est-ce qu'on est sûr que cet homme ne frappera plus? C'est ça. Est-ce qu'on est sûr que cet homme-là, qui est avec sa compagne, sa nouvelle compagne qui s'est suicidée, est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas remis en liberté un véritable prédateur, un mec dangereux, dangereux pour tout le monde? Moi, j'ai été extrêmement choquée par cette histoire. J'ai trouvé ça terrible. J'ai été choquée par les mots édulcorés qui étaient employés pour ne pas dire les choses, parce que c'était une personnalité publique, qu'il ne fallait pas porter atteinte à son image. Je trouve ça terrible. Et en revanche, moi, je ne vois pas la même relation avec MeToo. C'est pas du tout la même prise de conscience. C'est le déclenchement, ce que je parlais. C'est le déclenchement. C'est pour ça qu'on a posé cette question, c'est-à-dire est-ce que cette terrible histoire marque une évolution dans la
la prise de conscience. C'était notre question. Je pense que lorsqu'on est un personnage public, ça nous oblige. Et quand on est un personnage public, ça nous oblige à tout. Ça nous oblige à respecter la loi, ça nous oblige à respecter les autres. Être exemplaire. Exemplaire. Et en plus de ça, quand il va chanter des chansons un peu douteuses, je comprends même pas qu'on ait dans notre répertoire, vous avez l'affaire Catenens, pour moi. C'est exactement. Oui, il n'y a pas de mort évidemment derrière, mais c'est le principe de. Surtout lorsqu'on est un représentant public, on est un élu de la République. On ne peut pas se permettre des choses comme ça. 0826 300 300, vous pouvez réagir à ce débat, bien évidemment. On est toujours avec Sandrine qui nous appelle d'Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Sandrine, vous êtes là ? Oui. Alors, on a envie de vous entendre un peu sur tout ce qui vient de se dire, Sandrine. Oui, alors c'est très difficile d'entendre tout ça. On part du principe de toute façon que personne ne devrait vivre ça. Moi je pense qu'il faut prendre le problème à la racine si c'est possible, et la violence, avant qu'elle s'installe, elle est déjà présente assez fréquemment dans les cours de récréation par exemple, vous la voyez partout, donc c'est peut-être déjà là qu'il faudrait faire quelque chose avec l'éducation des plus jeunes, et puis faire prendre conscience aux garçons, notamment parce qu'en effet ils sont peut-être plus concernés, qui seront toujours plus forts avec les femmes, avec les filles que contre elles. C'est une parole de sagesse. Vous avez envie de dire quelque chose de plus, Corinne? Non, je crois que ça a vraiment le mérite de la clarté, mais c'est vrai aussi qu'on pourrait apprendre les relations humaines, même assez loin, la relation homme-femme, même dans le travail, dans cette forme de respect. C'est pas parce qu'on est grosse qu'on peut être frappé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on peut être frappé, et surtout éduquer les femmes à la reconnaissance du pervers narcissique qui va immédiatement vous dévaloriser, vous mettre dans une situation telle que vous ne vous appréciez plus vous-même. Il y a d'ailleurs une très belle chanson qui dit elle aurait dû le faire si elle avait su, elle aurait dû y aller. Oui. Vous savez, pour continuer dans ce que vous dites, je vais ramener un peu à ce qu'est la police nationale sur ce sujet-là. Il faut savoir que les services de police sont dépassés par le nombre de dossiers qu'il y a à traiter. Moi j'ai une amie, je tairai l'endroit où ça se situe, c'est pas loin de Paris, qui a 300 dossiers sur ces sujets de violence sous le coude. Ils sont 3 à traiter ça. Ils sont 3 sur 300 dossiers. Oui, sur une unité, je dirais le département. Donc comptez le nombre de départements et comptez le nombre de victimes qu'il y a. C'est compliqué comme problème à régler. Alors, vous êtes spécialiste de sécurité, 2 de nos 3 vraies voix, vous Bruno Pomar et vous Philippe Bouriaki. Il y a donc un nouvel outil qui est sorti, qui a été testé, c'est le téléphone en fait. C'est un téléphone, et à partir du moment où l'homme qui est interdit de s'approcher du domicile de son ex-compagne, à partir du moment où il s'en approche, le téléphone bip, et il y a tout de suite, ce que demandait Judith tout à l'heure, une intervention des forces de l'ordre. Ça, c'est un cas concret, une solution efficace. Ça fonctionne très bien en Espagne, donc il n'y a pas de raison que c'est très développé d'ailleurs. Ça fonctionne pas. Mais derrière, effectivement, c'est tout le suivi. Tu l'avais dit tout à l'heure, mais aussi le suivi psychiatrique de l'individu. Parce que si tu traites pas la personne sur les effets, enfin sur les causes, les effets ne peuvent que se reproduire. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un taux de récidive important. Et puis, on repart sur l'éducation des garçons du jeune âge, mais aussi des filles, pour leur dire dès la première insulte, dès la première brimade. Et rappeler aux femmes que les pervers narcissiques, au début, vous survalorisent, vous traitent comme une reine pour à la fin faire le vide autour de vous. Et une fois qu'il y a le vide autour de vous, vous êtes complètement dans son emprise. Et là, c'est l'enfer. Tout à fait d'accord avec ce propos. C'est vrai que la réaction, effectivement, le téléphone, la police peut intervenir rapidement, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est qu'après, c'est le suivi, la prise en charge. Et là, on est un peu, même beaucoup dépassé. Manque de psychologues, manque de psychiatres, manque de tout, quoi. Ça, en tout cas, si vous écoutez cette émission et que vous êtes en situation de violence conjugale, sachez donc qu'il y a des solutions pour vous, mesdames. A priori, déjà, à commencer par aller porter plainte, effectivement. Il y a cette histoire de téléphone dont vous parlez, Frédéric. Et puis surtout, ne vous laissez pas faire par les pervers narcissiques et par les hommes violents. Vous avez autre chose à rajouter, Corinne Tapiero, avant qu'on rentre Non, mais ce qui est assez étonnant souvent, c'est que les femmes
ont un amour démesuré pour cet homme qui les violente. Donc c'est très difficile de partir. Et est-ce que vous, juste pour conclure, un petit apport aussi personnel, en tant qu'homme, lorsque tout à l'heure vous disiez, Corinne Tapiro, quand l'enfant a été frappé, souvent il devient frappeur. Quand il a été témoin Et alors il y a aussi une autre donnée, c'est que de plus en plus il y a des enfants de divorcés. Et ces enfants de divorcés ont grandi dans ce déchirement affectif. Et ils sont eux-mêmes en termes de souffrance affective, et ils véhiculent ces peurs de la séparation. Et forcément, ça va amplifier cette notion de perdre celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Sur la relation. Et ça, quand vous parliez de psychologie, effectivement, c'est un des enjeux très importants, parce qu'il y a de plus en plus de couples qui divorcent. Et tout passe par l'éducation. Et l'aspect financier aussi, parce que souvent les pervers narcissiques font en sorte que la personne elle soit complètement dépendante de tout, et y compris économiquement. Culpabiliser totalement. Beaucoup de femmes se disent, je ne peux pas quitter mon bourreau parce que comment je vais faire avec mes enfants, etc. Donc il y a un vrai problème. Le mot de la fin aussi, on le rappelle, éduquez vos petits garçons. Hein, voilà. Mesdames, mettez-vous au self-défense. Mettez-vous au self-défense, pas pour exercer une violence, mais pour apprendre à avoir confiance en soi. Merci à tous les trois. Merci Sandrine pour votre rapport à cet échange riche. Oui, merci Sandrine. Merci. Et puis vous, auditeurs de Sud Radio, vous restez là avec nous, parce que on va se faire un peu plaisir avec du bonheur, avec les 5 minutes de bonheur qui viennent, avec le grand sourire de Frédéric Brindel pour ceux qui peuvent le voir. Voilà. Allez, à tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Va chercher bonheur, Frédéric. J'aime bien quand vous faites cet accent. Votre rendez-vous de 18h50 consacré à ces moments privilégiés de l'été. Voici les actualités heureuses de ce début août qui nous amènent ce soir dans les salles de sport de combat. C'est subjectif la comédie, Murray. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. C'est décidé, je vais devenir pro. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, puis le repos, la nature, les livres, la musique. C'est pas tout à fait votre truc ça, Cyril Benzaken, les livres, le repos, la musique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Judith. Écoutez, le repos de temps en temps, mais toujours bien mérité. Alors Cyril Benzaken, je rappelle pour les auditeurs, vous êtes 5 fois champion du monde de kickboxing et de boxe thaï, mais 5 fois ça me paraît peu. Vous n'êtes pas 6 fois plutôt? Écoutez, vous êtes très fort parce que j'allais vous reprendre et bravo. Et en général, la dernière c'est la plus belle, Cyril. Alors Cyril, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes assez engagé aussi. On avait envie de faire un petit point sur ce qui se passe pendant l'été pour les jeunes en termes de sport et sur les engagements globaux. Alors vous soutenez plusieurs associations par votre présence sur différents publics, sur des patients, sur des jeunes défavorisés, avec notamment 2 associations, l'Institut Raphaël et Tzedaka. Racontez-nous un peu tout ça. Alors, l'Institut Raphaël, en fait, c'est un institut formidable qui a été monté par un médecin brillant que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Alain Toledano. Oui. Et qui, en fait, est parti du principe que on ne soigne pas une maladie, on traite un individu, et donc on procède à une médecine intégrative pour prendre en compte tout un tas de choses pour que l'individu soit bien. Et si vous voulez, dans ce cadre-là, les patients ont fait des activités ensemble, que ce soit de la boxe pour travailler la résilience ou d'autres activités. Et par exemple, l'été dernier, on a fait quelque chose de fabuleux. En fait, on a fait une ascension en montagne assez haute et assez musclée par rapport en fait à la métaphore, on va dire, de monter et surmonter la maladie. Et en fait, c'était une très très belle leçon d'humilité pour moi, parce que j'étais là à encadrer des patients, et surtout des patientes atteintes de cancer du sein en rémission, ou parfois certaines qui venaient de faire des chimios. Et en fait, j'ai vu en elles une force de caractère et un courage que j'avais jamais vu, même sur les rings, parce que elles ont fait des exploits considérables compte tenu de leur état, exactement. Et donc ça fait partie des actions que je fais avec cet institut, donc qui lui est spécialisé dans comment dirais-je, dans les patients qui sont atteints de la maladie et du cancer. Bon, Cyril, alors les vrais voix ont des questions à vous poser justement. Attends, juste Tzedaka, 2 secondes sur Tzedaka. Avec la Tzedaka, en fait, donc là c'est une association
qui en fait va pour aider les plus démunis. Donc là, on est plus sur des critères sociaux. Et donc, ça m'arrive d'aller donner une séance de boxe pour des jeunes qui ont des difficultés ou des jeunes défavorisés, des jeunes autistes, etc. Ouais. Voilà, donc aller leur parler ou effectivement des jeunes autistes où on va avoir un discours plus adapté, quoi. Bravo. Corinne Tapiro. Bonsoir, je voulais savoir si dans le cadre de cette opération, notamment par rapport à l'association de Tzedaka, vous arrivez à créer des vocations chez les jeunes que vous rencontrez et que vous aidez, et l'accompagnement, l'appui que vous apportez aux femmes pour leur offrir cette possibilité de se surpasser. Est-ce que vous avez ensuite des nouvelles, vous gardez des liens et vous savez si elles ont peut-être continué à faire ces ascensions quand elles ont été guéries? Alors, pour répondre à la première question, il y a un jeune, il y a 2 ans, qui, je ne sais pas si c'est via la Tzedaka, mais en tout cas, je pense que c'est via ces organismes qui m'a connu et qui est venu à me parler. Et ben, on l'a fait s'inscrire dans un des clubs que je fréquente, et le directeur du centre a été super sympa parce que il ne l'a pas fait payer, il l'a laissé venir. On va dire de manière gratuite pour qu'il puisse freiner, comme il n'avait pas forcément les moyens. Et en fait, ce jeune, ça a vraiment créé une vocation parce que je le vois évoluer, il est fier de me montrer ses résultats, il veut prouver, il veut faire une carrière, et je trouve que c'est le plus bel exemple que j'ai de jeunes qui s'est inspiré de ma carrière et qui vraiment essaye de marcher dans mon sillage. C'est très beau. Alors, bon, Cyril, c'est terrible parce qu'on est frustré par le temps. Très vite, la question de Bruno Pomar. Non, salut Cyril, on se connaît avec notre ami. On se connaît. Tu vas bien? Ouais, c'est marrant. L'émission est faite pour ça. Une petite question. Bravo pour tout ce que tu fais, évidemment. Tu viens de le dire, mais et également, il soutient beaucoup la police. Et ça, c'est important. Donc, la preuve, il travaille avec des jeunes difficiles et puis il soutient la police. C'est quelqu'un de très intelligent et très engagé. Et bravo à toi, Cyril. Bon, et puis Philippe Bouriaki, alors. Bonjour Cyril, moi je te connais pas, toi tu me connais pas, mais comment on fait pour aider ton association? Alors, c'est très simple. Comme la plupart des associations, en fait, la meilleure manière de les aider, c'est d'en parler et c'est de faire des dons afin que les dons récoltés les aident à monter des structures, à monter des opérations, à avoir plus de moyens pour mieux gérer en fait les personnes membres de l'association. Ouais, super, bravo Cyril, merci d'avoir participé aux 5 minutes de bonheur, ça nous a fait du bien. Oui, on s'est fait 5 minutes, alors on grignote, là je vais vous dire, pour tout vous dire, il est 19h, vous imaginez 19h. On est en retard maintenant. Allez, je rappelle Cyril Benzaken que vous êtes 6 fois champion du monde de kickboxing et de boxe thaï et que vous travaillez notamment avec les associations Tzedaka et l'Institut Raphaël. Vous restez avec nous, chers auditeurs, on dit au revoir à nos vraies voix du jour. Merci les vraies voix. Voilà, Corinne Tapiro, Philippe Bouriaki et puis Bruno Pomar. Allez, à tout de suite.